Mesdames et messieurs, cher Daniel, cher Christophe, chère Nathalie, cher Pascal, cher Grégory, cher Silver aussi, mes chers Brondillants, c'est un véritable plaisir, bien évidemment, d'être avec vous ce soir pour inaugurer cette troisième édition du festival Culture et Sciences à Bron, mission 3 possibles. Cette année, nous avons le privilège de plonger au cœur des enjeux des Jeux Olympiques et Paralympiques, un événement historique pour le sport, la science, mais aussi pour la France. 2024 va marquer une année exceptionnelle, un moment où la France accueillera le monde pour célébrer l'esprit olympique. C'est donc avec une grande fierté que la ville de Bron, fièrement labellisée Terre de Jeux, s'engage pleinement dans cette belle aventure historique en mettant à l'honneur les valeurs du sport au sein de notre festival Mission 3 possibles. Et puis, Bron est une ville de sport, on en parlait tout à l'heure. On a 3 belles chances de médailles aux Jeux Olympiques l'an prochain, que ce soit au tennis avec Caroline Garcia, que ce soit au skateboard avec Aurélien Giraud qui est champion du monde, et puis aussi avec Gilles Biron en relais, en athlétisme, 4 fois 100 mètres. 4 fois 400 mètres. Merci de me reprendre systématiquement, Grégory. Au cours de ces 48 heures passionnantes, qui s'ouvrent donc ce soir, la direction de la culture de la ville, que je remercie, Nathalie, un grand merci à toi et à travers toi, toute ton équipe. La direction de la culture de la ville a minutieusement orchestré un programme riche en découvertes, en échanges et en réflexions. Nous vous invitons donc à plonger dans les coulisses du monde sportif, scientifique et médiatique à travers des conférences, des rencontres, des entretiens et des ateliers captivants. La première année, il y a 2 ans, je ne sais pas si vous en souvenez, on avait fait un focus sur l'environnement. C'était 48 heures pour sauver la planète. L'an dernier, je vois François devant moi, on avait pris de la hauteur. C'était autour des planètes, autour de l'univers. Et donc cette année, c'est autour du sport. Pendant 48 heures, nous allons avoir le privilège d'accueillir des personnalités exceptionnelles qui vont partager leurs expériences et perspectives uniques. Et ce soir, on a la chance d'écouter, on va écouter le franc-parler de Monsieur Daniel Herrero. Vous pouvez toutes et tous applaudir. Et Daniel, je vous le dis avec beaucoup d'affection, en fait, moi je vous connais depuis que je suis tout petit, c'est vrai, on vous voit, et puis vous avez un look, vous avez une gouaille, vous avez une voix, et puis vous avez un message également intemporel. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ce soir. Demain, on va recevoir Nathalie Péchalin, ancienne patineuse qui a participé à 3 Jeux Olympiques. Et également aussi, nous allons recevoir Raymond Domenech. Ce festival est donc une immersion grandeur nature, une opportunité unique de comprendre les influences culturelles, les contextes politiques aussi, parce que sport et politique vont souvent de pair, les impacts économiques et les environnements sociologiques qui télescopent le monde du sport. N'oublions pas que toutes les conférences organisées, la multitude d'intervenants qui viennent à Bron, avec autant de plaisir que nous prenons les accueillir. Pour cette programmation, comme chaque année, je tiens sincèrement à remercier Christophe Bourseiller, conseiller éditorial de l'événement, pour son implication. Vous pouvez également l'applaudir. Merci infiniment. Mission 3 possibles reste fidèle à sa vocation initiale en conjuguant l'exigence de la réflexion, l'expérimentation et le débat citoyen. Nous sommes déterminés à stimuler le développement des idées et la confrontation des points de vue en commençant dès le plus jeune âge à travers des ateliers spécialement conçus aussi pour les enfants. En cette période difficile où le sport doit devenir une passerelle entre les cultures, la science éclaire notre compréhension du monde, nous célébrons ensemble cette aventure collective. Pour terminer, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des équipes qui ont contribué à faire de Mission 3 possible une réalité, un espace où la curiosité, la connaissance et la créativité se rencontrent. J'en profite donc de nouveau pour remercier la direction de la culture, Nathalie Mété, Julie Toquet, toute l'équipe, le réseau des médiathèques aussi pour leur travail réalisé tout au long de l'année, parce que Mission possible, ça dure le temps d'un week-end, mais c'est aussi un travail qui continue toute l'année en amont et en aval. Et je tiens aussi à remercier mon élu, pas toi, mon élu à la culture, Pascal Miralles Fomine, pour son implication. Et j'en profite aussi quand même pour remercier mon adjoint au sport, Grégory Brunet. Comme on dit, à vos marques, prêts, partez à la découverte de ce monde du sport qui nous semble si familier et en même temps si complexe.
Ensemble, explorons les liens entre la science et la culture, entre le sport et la société. Vivons pleinement cette expérience unique et que Mission 3 Possibles soit le point de départ d'une réflexion approfondie sur les enjeux qui façonnent notre monde. Je vous souhaite à toutes et à tous un festival enrichissant, inspirant et mémorable. Merci à tous et vive le sport et vive Bron. Merci à vous tous. Alors, juste un petit mot, monsieur le maire, chère Nathalie, cher Christophe, Grégory, Daniel. Mesdames, Messieurs, pendant ces 3 jours, le seul sport que nous allons pratiquer, c'est un sport d'entraînement de nos méninges. Mais il est aussi important, rappelons-nous de cette phrase d'un poète romain, mens sana, in corpore sano. Dans le cadre de cette 3e édition du festival Mission Possible, nous aurons donc 48 heures pour comprendre les enjeux des Jeux. Pour y parvenir, bien sûr, et comme toujours, des personnalités. Daniel, Herrero, Raymond Domenech, Nathalie Péchala, vous le savez, mais aussi un physiologiste, une historienne, en la personne de Sandrine Lemaire, un sociologue, un consultant géopolitique, un juriste, des coachs sportifs, des journalistes célèbres comme Édouard Jay, Jérôme Papin ou encore Sylvain Henri Cissé, dont je salue la présence discrète au fond de la salle, et bien sûr des auteurs comme Pierre Assouline. Dans un programme richissime, donc tout un programme richissime, tout ceci sera animé toujours avec brio par notre conseiller éditorial Christophe Bourseiller. Je dois vraiment remercier toutes les équipes de la médiathèque, dirigées par Nathalie Mettet, et en particulier le pôle programmation. Merci aussi Alexandra. Je sais que ce projet, pour vous tous à la médiathèque, est un projet enthousiasmant et valorisant. Encore une fois, mes félicitations pour le montage encore de cette 3e édition. Je sais que ça représente toute l'année un gros travail. Je serai de toute façon à vos côtés pour continuer dans l'avenir ce festival de la meilleure façon possible. En tout cas, mesdames, messieurs, je vous engage à être présents ces 3 jours. Tout est intéressant et passionnant. Essayez de trouver des trous dans vos emplois du temps. Vous verrez, vous allez gagner en connaissance et en richesse de l'événement. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bon, moi, du coup, je vais moins parler de la programmation. Par contre, je vais quand même citer Daniel, parce que Daniel m'a beaucoup inspiré. Et en effet, comme vous, monsieur le maire, Daniel est alors, je ne fais pas du tout de rugby, hein, mais a toujours été un personnage très impactant, qui m'a beaucoup influencé dans l'intérêt que j'ai pu porter au sport, et notamment au rugby. Il a dit, j'ai glané sur Internet une de ses phrases que j'adore. Il dit « L'acte de base du rugby, c'est faire passer de la petite boursouflure d'ego légitime chez les humains au sens des autres. » Et moi, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, on pourra l'écrire, si vous voulez, sur notre site Internet, parce qu'il faut comprendre la phrase. C'est faire passer de la petite boursouflure d'ego légitime chez les humains au sens des autres. Et je trouve que c'est vraiment, je dirais, l'idée qu'on peut se faire du sport collectif et notamment du rugby. Alors là, nous avons tout un week-end pour percevoir que le sujet des Jeux Olympiques dépasse largement l'idée même du sport. Et qu'on travaille sur tous les champs, hein. Il y a énormément d'impacts, qu'ils soient sociologiques, anthropologiques, social, humains, économiques. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Vous verrez qu'il y a des expos, et notamment celle-là, de la CASDEN, qui est très intéressante à ce sujet, qui nous relate l'histoire de notre monde à travers l'emprise des Jeux Olympiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Ça nous permet de découvrir plein de choses et de se cultiver à travers le plaisir du sport. Ce que je voulais dire surtout aussi, c'est je voulais remercier toute une équipe que j'ai les plaisirs alors je dis diriger, j'aime pas trop ce terme, mais en gros je suis un peu le leader de cette équipe et j'en suis vraiment très fière. Nous avons monté ce projet sur l'ensemble de l'année. D'une année sur l'autre, il faut qu'on s'approprie une thématique, il faut qu'on s'approprie un sujet. Nous ne sommes pas des experts, nous nous mettons à la place de toute personne non experte qui ne sait pas le concept même du sujet, et nous emparons du sujet et nous essayons de le développer pour le rendre accessible à tous. On mouille le maillot.
pas mal. Je sais que c'est un sujet. Vous aimez aussi le terme d'équipe. Et on est vraiment une équipe, on serre les coudes dans la direction de la culture et c'est tant mieux. Donc je veux remercier l'ensemble de l'équipe de la direction de la culture, mais également les collègues des sports, les collègues des services techniques, des services espaces verts. Vous voyez, on a de jolies plantes en interne et le protocole. Christophe aussi, qui nous accompagne, même si ce n'est pas forcément des sujets sur lesquels tu as une expertise, mais par contre, bon, il a un réseau assez important, et notamment de sportifs qui nous partagent. Je voudrais aussi applaudir Océane, enfin que vous applaudissiez Océane, qui aujourd'hui fête son anniversaire. Elle fait coucou Océane. Elle a 29 ans aujourd'hui. Elle va pas pouvoir le fêter avec ses copains parce qu'elle nous accompagne tout le week-end. Donc merci Océane. Elle met en place toute la phase opérationnelle du festival. Je voulais aussi partager avec vous cette information. C'est mon dernier Mission Possible. Je quitte la direction de la culture au début 2024 et je voudrais faire un vœu ce soir et le vœu que ce projet perdure pour l'avenir d'une société meilleure. Alors en toute humilité bien sûr, d'une société meilleure, car tel un colibri, la direction de la culture s'engage dans l'accompagnement de chacun pour faire en sorte que chaque personne puisse comprendre le monde dans lequel il vit, le monde dans lequel il évolue. Et ce festival participe de cette compréhension du monde et participe de cette compréhension dans lequel on évolue, et notamment les enfants, parce qu'on accompagne les enfants sur ce champ de 0 jusqu'aux adultes seniors. Et je trouve qu'une médiathèque qui porte un projet comme ça, c'est vraiment une belle vision de l'avenir qu'on peut partager entre nous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon festival et à très bientôt. Écoutez, après de si beaux discours, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Simplement, c'est vrai que c'est une très très bonne idée de m'avoir demandé d'être le conseiller éditorial d'un festival dédié au sport, car le sport que je pratique le plus souvent personnellement est le sommeil, que je pratique activement. Je suis même peut-être champion du monde du sommeil. Par ailleurs, il m'arrive quand même de me déplacer de mon lit jusqu'à la machine à café, donc j'ai aussi un record de la randonnée. Donc évidemment, bien sûr, vous l'avez compris, c'est un défi chaque année. C'est le défi d'aller à la rencontre d'un sujet, de faire venir les gens les plus percutants, les plus pertinents pour en parler, les Jeux Olympiques et puis le sport en général, de comprendre ce qui se passe, parce que le sport, c'est des performances, c'est des résultats de matchs, c'est des champions, c'est formidable, mais c'est aussi du vivre ensemble, c'est aussi des moments collectifs incroyables, c'est aussi un phénomène très ancien, c'est propre l'humanité, le sport existe depuis que l'humanité existe, et donc ça veut dire évidemment quelque chose. Donc merci d'être là, on va y aller. Comme vous l'a dit Jérémy, il y aura énormément, monsieur le maire, pardon, il y aura énormément de gens qui vont venir, il y aura des tables rondes avec des scientifiques, des journalistes, il y aura Nathalie Péchala, il y aura bien sûr Raymond Domenech dimanche, et puis maintenant, donc Daniel Herrero, c'est pas rien quand même, hein. Voilà, merci beaucoup. Place à Daniel. Alors on va peut-être, je sais pas, on peut garder ça. Vous voulez qu'on garde le lutrin ou on peut l'enlever? On n'en a pas besoin. Il faudrait un micro pour Daniel. Il l'a. Bon bah c'est génial. Alors pendant que vous installez le lutrin, je voulais simplement dire que je suis très heureux qu'on puisse recevoir Daniel Herrero, parce que Daniel Herrero, c'est un personnage vraiment fascinant, grand champion de rugby, champion de rugby, mais ça je ne vous l'apprends pas, c'est quelqu'un, Daniel, qui a été petit-fils d'émigrés espagnols, c'est quelqu'un qui a été un célèbre joueur de rugby à 15, hein, en évoluant au poste de 3e ligne centre, et puis vous êtes devenu après, Daniel, entraîneur, commentateur, formateur, philosophe, coach, poète de l'Ovalie, c'est ce qu'on a dit de vous, et puis vous aimez bien dire vagabond.
parce qu'il y a une dimension de vagabondage. Alors, vous êtes venu vagabonder jusqu'à Bron, je vous en remercie infiniment. Moi, je voulais juste vous poser une question, parce que dans votre dernier livre, qui s'appelle « Le dictionnaire amoureux du rugby moderne », vous dites que le rugby a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le rugby ces dernières années? Parce que c'est ancien, le rugby, ça date de quand? Ça commence. Quand tu es à l'aise dans ton corps, tu peux saluer les gens avec gentillesse, simplicité. Donc mon salut est amical et fraternel même. J'oublie pas la question. Hein, non, mais vas-y, prends ton temps. Je chauffe les 2 derniers neurones qui me restent. Toi, j'ai bien cru comprendre que l'activité physique ne te montait pas jusqu'à l'éveil, tu vois, intellectuel. On peut aimer le sport sans le pratiquer. Que le sommeil est à prendre en considération dans le bonheur d'un homme. Donc, en conséquence, bon voilà, donc juste pour vous dire que dans mon salut est amical et même fraternel, ce qui est un sujet un peu délicat, tu vois, de vertu de quoi je te traiterai de frère ou de sœur en venant ici. Eh bien, je ressens quelque chose de l'ordre de l'intuition. Je viens ici dans un lieu que je connais guère, je connais évidemment la région, j'en connais les stades, j'en connais même, tu vois, la fertilité, l'humidité, la chaleur humaine des vestiaires, mais bon, je ne connaissais pas ce lieu, et j'avoue une séduction sur le thème. Tiens, à Bron, on va réfléchir comme ça dans un lieu magnifique, hein. Magnifique, hein, honnêtement, qui dégage cette atmosphère entre la culture, l'éveil intellectuel, une forme d'élégance de la pensée, une incitation à, tu vois, un peu agrandir en te mettant les 2 derniers neurones qui te restent en effervescence, tu vois, un lieu où tu peux rencontrer du monde, et en même temps, alors là ça me séduit de façon vibrante, sincèrement, sans flagornerie, en même temps, on peut y traiter des différents champs de l'activité humaine en société, en l'occurrence, par exemple, l'activité physique, l'activité corporelle, l'activité relationnelle autour du corps, quoi, tu vois, le sport peut-être. Oh! Et moi qui milite depuis des lustres, tu vois, depuis mon enfance précoce, je dirais, tu vois, qui milite pour que ce champ de l'activité physique, de l'activité sportive, rentre dans le champ de la culture d'un territoire, de la culture des humains, quoi, tu vois. Je milite pour que sport et culture fassent route, tu vois, qu'on considère que l'activité physique, dans la quête de performance, dans la quête de relation, qu'elle soit un élément du grandir de l'homme, qu'elle soit en même temps un élément, tu vois, de la vie sociale, de son champ relationnel, quoi, tu vois ça. Et bien, invité ici, honnêtement, je trouve ça beau. Et j'ai la sensation quand même que les petits frères qui sont venus ce soir, ou les petites sœurs, les dames qui sont là, quoi, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qui nous active. Et si, tu vois, la pratique physique, la pratique sportive, la pratique corporelle, à tout âge de notre vie, tu vois, de nos enfances précoces, tu vois, à nos EHPAD tardifs, tu vois, qu'elle soit aussi un champ de bonheur des gens, un sens de la permanence du grandir. Dès que tu te bouges un peu le cul, collègue, tu as des chances d'être heureux. C'est une hypothèse qui mérite... Non, tu vois, c'est une hypothèse qui mérite. Elle me semble séduisante. Voilà, bon, pas plus, pas moins. Donc, petit frère, merci d'être là. Moi, je suis plutôt content. Voilà, pas plus, pas moins. La question, quand même, d'entrée, il me vient sur l'ovale. D'entrée, Christophe m'invite à la réflexion sur le champ de l'ovalie. L'ovalie, c'est le monde du rugby, comme tu l'auras compris, quoi. Voilà. Honnêtement, personne ici n'ignore que nous sommes dans une phase où le jeu de rugby vient de vivre une turbulence, tu vois, internationale considérable. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby, vous le savez, sur la terre de France, tout ce mois de septembre et tout ce mois d'octobre, qu'elle a été pétillante, qu'elle a été enthousiasmante. Enthousiasmée, c'est un joli mot, hein. Enthousiasmé, ça veut dire que tu as le Dieu dedans, tu vois, que tu réveilles le Dieu de ton intérieur, quoi, tu vois. Elle a été enthousiasmante, incroyable, elle a été chaleureuse des relations humaines, elle a été de la fierté nationale, elle a été de la beauté des hommes qui défendent le maillot, elle a été d'une incroyable humilité autour des joueurs du 15 de France, elle a été d'une espérance de grandeur et de gloire sans aucune mégalomanie ou boursouflure de l'ego, justement. Tu vois, oh, que c'était beau, non ? Que c'était beau, putain. Et j'allais dire, gens de notre pays, on s'est mis là derrière, qu'on soit des experts, des profanes, des amateurs ou des professionnels, peu importe, ces mots-là, je ne les aime pas trop, mais enfin, des gens qui ont la vibration de cette activité ou qui ont des curiosités sur cette activité. Il y a eu comme ça cette turbulence considérable jusqu'au drame.
Le drame, le mot n'est pas juste, comme tu le comprendras, jusqu'au désastre. Le mot n'est pas juste non plus. Enfin, jusqu'à la ronchonnade absolue, tu vois, jusque le jour où on a mis le genou à terre contre des Sud-Africains qui n'étaient pas titulaires d'un humour exceptionnel, tu vois, mais qui étaient très très généreux à l'impact, qui avaient une culture de la destruction incontestable et peut-être moralisée. La culture de la destruction moralisée. Je t'ouvre en deux, mais jolie formule. Mais c'est légal, tu vois. Je suis préoccupé par te faire couiner, t'entamer la couane, mais c'est légal, tu vois. Donc, sujet intéressant quand même, malgré tout, quoi, tu vois. Voilà. Et le jour où nous avons mis où le 15 de France et nos coquelets ont mis le genou à terre d'un petit point, évidemment, une espèce de désagrégation de l'espérance, tu vois. Non, tu vois, c'est un peu... une espèce de... Oh non, franchement... Et pourtant, la France a perdu 10 Coupes du Monde. Comme tu le disais. Non, je vais répondre à ta question. Je sens que tu t'impatientes. Moi, je partais ailleurs. Je sens que tu t'impatientes, Christophe, je le vois. Pas du tout. Bon, alors la question c'était, alors ce jeu, tiens, d'où il vient et pourquoi il existe, le jeu de rugby sur la terre du monde, tu vois, sur notre Occident contemporain, sur la terre de France, d'où il vient et comment il s'est construit. Et c'est vrai qu'il a évolué, qu'il a beaucoup bougé. Oui, le jeu de rugby est une activité humaine, inventée par des humains, dans un espace qui, pour moi, mérite une réflexion un peu suspecte, anglo-saxon. Non, vous savez que nous, gens du rugby, quand on joue contre les Anglais, c'est pénible. Non, quand on bat l'anglais, on se pinarde pendant 1 an. Il faut savoir. Là, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas pinardé. Mais enfin, bon, vous voyez la métaphore. Mais ça pose quand même un grand sujet. Le jeu de rugby a été inventé par des Anglais, pour des Anglais, dans un territoire anglais, avec des règles anglaises, avec un langage anglais, avec une terminologie anglaise, avec des arbitres anglais. D'ailleurs, et je leur fais aucun reproche, mais il naît d'une culture ancestrale, millénaire de fait. Tu vois. Et grosso modo, il existe depuis, on pourra dire, sans aucun doute des millénaires sur les terres occidentales. Tu vois, c'est-à-dire les jeux d'opposition où on se mesure avec un objet transitionnel. D'aucuns ont entendu parler sur nos territoires anglo-saxons comme français, ou enfin comme du continent européen, une pratique qui s'appelait la soule. Tu vois, ces jeux où des humains en grand groupe se mesurent contre d'autres du village, avec un petit périmètre réglementaire, mais tout à fait petit, avec l'idée que de temps en temps, d'une façon un peu cathartique, vous voyez le mot cathartique, c'est-à-dire tu hurles ta générosité. Non mais c'est intéressant la catharsis, c'est-à-dire au moment tu n'en peux plus et tu te mesures à l'autre pour un peu laisser émerger un peu ce que tu as un peu, peut-être un peu gardé sur l'estomac. Enfin bon, peu importe. Bon, il y a des pratiques, elles sont millénaires, tout au moins elles sont séculaires, ça veut dire plusieurs siècles sur les terres européennes on se mesure de grand groupe à grand groupe. Ça va arriver au 19e siècle avec les grands bouleversements du 19e siècle, grosso modo, l'avènement de la civilisation industrielle et nos amis anglais, enfin nos voisins, tu vois, anglais, nos voisins anglais, quand même gloire à eux, hein. Ça m'est pas pénible après la Coupe du Monde un peu, mais ça m'est pas pénible de le constater. Non, nos amis anglais vont estimer, nous sommes au 19e siècle, dans un grand bouleversement sociétal, quoi, tu vois. Grosso modo, de la campagne, on va vers la ville, on a construit des usines et des grandes mobilités de population, l'urbanisation qui se met en route, des modes de travail, tu vois, originaux, quoi, l'usine, on dira, quoi. Ce grand bouleversement, il est plutôt sur l'Occident, il est tout à fait sur l'Angleterre, il est un peu chez nous. À la sortie, on se rend bien compte que c'est pas parce que tu mets beaucoup de monde dans un petit périmètre qui vivent bien que la socialisation souffre. La socialisation, le vivre ensemble, il souffre de différentes façons dans les grands agglomérats où le travail est au centre. Tu vois, les chaleurs relationnelles, les ludiques de relations, les bonheurs de relations, ça souffre. Et les Anglais vont se poser l'unique question que pour l'instant on ne s'est pas toujours posée, mais qu'à Bron on commence. Non, l'unique question, c'est est-ce qu'on peut éduquer la socialisation chez un individu? Question 1. Éduquer l'intelligence, on voit à peu près. Alors ici, ça ne marche pas trop. Mais bon, non, c'est pas péjoratif. À Toulon, dans l'équipe que j'entraînais, moi, ça ne marchait pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'avais que des quotients intellectuels de 1 dans mon équipe. Non, tous réunis, quotient intellectuel de 1, plus bas que le niveau de la poule. Tu vois, non. À mon équipe qui a été champion de France, quand même, qui a accueilli le bouclier de Brennus, tu vois, pour dire, quand même, qui a eu la gloire absolue. Non, tu vois, ça malgré tout. Tu vois, et leur potentiel de réflexion était assez bas, honnêtement. Quand tu leur demandais qu'est-ce qu'on fait au dimanche, on les ouvre en deux. C'était assez simple comme stratégie. Non, juste pour dire, malgré tout, que tu peux être très très évolué en sport en étant titulaire d'un potentiel d'intelligence assez bas, mais en ayant une humanité fantastique, en ayant un sens de l'autre exceptionnel, en ayant un goût du généreux humain.
Non, en ayant une force incroyable dans le sens du partage avec les autres. Ouh! Tu vois? Bon, peu importe. Hein. Mais non, l'idée, c'est que les Anglais vont s'interroger sur cette loi. Est-il le tissu? Je fais vite une parenthèse, elle vaut ce qu'elle le vaut, mais elle est vraie. Le rugby est inventé par les Anglais au début du 19e, essentiellement dans la pensée, je dirais, intellectuelle maçonnique. C'est autour de là que se rentre l'idée de « est-il possible d'éduquer la socialisation de l'humain? Est-il possible d'éduquer le chemin du lien avec les autres et le chemin qui améliore la vie sociale. Et ça peut mériter une éducation, ça ou non? Ils s'interrogent. Et ils inventent un process. Le process, nous sommes à peine sur la route, à Bron, ça démarre, mais nous sommes en plein sur la route de France, qui est le développement de l'intelligence sera sans aucun doute quelque chose qu'on peut maîtriser, on voit, hein, depuis Aristote et Platon, tu vois ça. Et là j'arrive, moi, d'Éphèse, et j'arrive j'allais dire d'Athènes, tu vois, où la pensée intellectuelle quand même est incroyablement effervescente 10 siècles avant Jésus-Christ, quoi, tu vois. Si tu as lu Homère, honnêtement, tu ne verras pas plus beau sur ta terre, quoi, tu vois, voilà. Bon, peu importe. Et on voit à peu près comment on peut transmettre. Il y a le grand débat, il n'est jamais guéri, comment on transmet, comment on éduque le ciboulot, comment on fait fleurir la fertilité des neurones, tu vois ça, on voit à peu près, c'est jamais gagné. Mais les Anglais se disent, il est probable qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup. Nous, gens de France, on en est toujours un peu ébahis et toujours en souffrance sur le développement du ciboulot, on dira, quoi, tu vois ça. Et alors, et ça, mec, et ça, belle dame, et ton corps, et ta vie sociale, et ton développement harmonieux, tu vois, j'allais dire, de tes qualités, même pas physiques ni athlétiques, d'humain complet. Est-ce que ça peut être une éducation, ça? Et les Anglais vont se dire, si on veut éduquer le champ social, si on veut éduquer le rapport à l'autre, il est probable que l'activité physique peut stimuler un petit peu plus que l'activité intellectuelle. Ils inventent un champ pédagogique, de fait. Hein. Ils inventent l'université et l'école avec une structuration, on dira presque égalitaire, hein, entre... on dira de façon caricaturale, permettez-moi-le, mais entre le matin, tu vois, où tu mets l'activité intellectuelle comme un centre, les sciences, les humanités, tu vois, où tu le mets comme un centre, et mec, il faut que tu bouges là-dessus pour grandir, ok, c'est très bien. Et les après-midi seront réservés à de la créativité, à de l'activité physique variée et multiple. Et ils inventent ce que les Grecs, ni les Romains, et nous, les Latins d'hiver, nous n'avons jamais inventé, ils inventent l'activité physique collective. Ils inventent les sports co au début du 19e siècle. Et presque en priorité. Ils en inventent un qui a 2 têtes. Ils inventent un jeu où on se mesure avec d'autres, médié par un ballon qui sera en ovale on verra plus tard. Tu vois, une activité où on se mesure avec un ballon, où on pourra jouer essentiellement avec les pieds, mais peut-être avec les mains. Et on jouera pendant longtemps, 50 d'années, avec les pieds et les mains, en se mesurant sur un terrain qui ressemble à un pré en dehors de l'école, mais qu'on a tracé à l'intérieur de l'école, quoi, tu vois. Un terrain où l'activité collective médiée par un engin va devenir un centre. Et en même temps, ils se disent, mais si on veut éduquer le lien social, il faut qu'on trouve des moteurs. Des moteurs. Dans le lien social, tu vois, on va éduquer prioritairement la solidarité. Non, la solidarité. Et comment tu viens m'aider, mec? Pourquoi tu viens m'aider? Tu vois, pourquoi tu viens apporter quelque chose à mon activité? Sans aucun doute parce qu'il y a du danger, parce que c'est difficile, parce que ça peut faire mal, et que la complexité, l'effort rude, tu vois, génère du solidaire. Ils inventent les sports collectifs, le rugby, presque essentiellement pour développer en milieu scolaire et universitaire à Oxford, à Cambridge, à Eton, le centre culturel, tu vois, le centre éducatif universitaire de l'aristocratie anglaise, rugby, petite ville du nord de l'Angleterre pour la up middle class, où il y a un collège, et ils inventent une activité. Là, nous sommes au milieu du 19e, tu vois, 1820, 1830. On dit que le jeu commence là. À la fin du 19e, ils vont séparer ces 2 activités. Celle où on joue avec un ballon rond, où on se boursoufle un peu de Lego, où on joue individuellement, et celle où vraiment le rapport à l'autre va être décisif, absolu et unique, qui sera un jeu que l'on appellera d'abord un sport league, et puis après qu'on appellera le rugby, parce qu'il est originaire, il est né dans cette ville-là, tu vois, à peu près ça. Là, et ça va durer, tu veux que je te dise, jusqu'à l'an 2000. Jusqu'à l'an 2000, 15... Au début, on est 25 contre 30, on est 180 contre 12. Les 12, ils ont morflé, mais enfin, peu importe, tu vois. Non, mais c'était 186e contre 12 terminales dans le collège de rugby, tu vois, avec une idée intéressante d'ailleurs qu'on n'a pas encore guérie, qui est, c'est quoi qui fait l'égalité? Le rapport de nombre ou le rapport de force?
C'est pas parce que vous avez 15 contre 15 qu'on est à égalité, tout le monde l'aura remarqué, ça, tu vois ça. Ça dépend évidemment d'un nombre infini de paramètres, quoi, tu vois. Bon, voilà, ça tergiverse pendant comme ça un siècle, et à la fin du 19e siècle, ces deux activités se séparent. Le foot, il se jouera qu'avec les pieds, le foot, les pieds. Le rugby, il se jouera avec les pieds, avec les mains, ça va durer 2 siècles. Et l'âme, base, elle ne bouge pas. Pendant 2 siècles, enfin, 1 siècle et demi. Et alors, qu'est-ce qui se passe en l'an 2000 ? Voilà, mais jusqu'à l'an 2000, ça ne bouge pas. Il y a des règles qui vont... Non, il y a des petites règles, mais les grandes règles, les règles du solidaire, le grand groupe, les règles du tas qui amènent à la solidarité, le tas. C'est le seul jeu du monde où il y a des tas, le rugby. Nous, on fait des tas. Non, mais pour un oui, pour un non, on fait des tas. Le collègue, il est tout seul dans son coin, vite, vite, un tas. Bouh. Le collègue là-bas est en train de se faire casser la tête, vite, vite, un tas. Bouh. Nous, on invente... Non, il n'y a qu'en rugby qu'il y a des tas. Dans un match, le quart de finale, Coupe du Monde, 180 tas. Tu vois, une trentaine de tas dits des mêlées ordonnées par l'arbitre, 25, tu vois, 110, 120 tas debout, des molles, une centaine de tas au sol qu'on appelle des rucks, tu vois, des mêlées dites ouvertes, des tas, pour oui, pour non, on vient aider celui qui est en difficulté dans la conquête, dans la conservation de la balle. Le tas devient la loi. Et ce jeu-là, pendant 120 ans, il ne vit que sur sa stupidité de comportement et sa richesse morale. Le jeu de rugby, honnêtement, c'est à 2 balles. Honnêtement, non, mais tu pourrais jouer, je t'assure, je parle au boss. Hein. Non, mais non, c'est pas moi, méchant. j'ai essayé, c'était pas très concluant. Non, c'est pas, tu comprends. Non, honnêtement, si tu regardes la technique du rugby, tu te dis, putain, il ne faut pas avoir inventé la poudre pour jouer à ce jeu, honnêtement. Tu prends le ballon, tu fonces dans le tas, tu te fais casser la tête, et les collègues arrivent, on recommence. Non, mais c'est 150 ans. 150 ans. Potentiel technique infiniment bas en rugby. Potentiel moral infiniment haut. Potentiel coordination motrice assez bas. Quand les mecs ils mettent le collier à l'horizontale, ils ne peuvent pas tourner la tête. Hein. Tu vois la métaphore. Non, mais tu vois, aujourd'hui, on arrive... Quand les mecs mettent les colliers à l'horizontale, ils ne peuvent pas tourner la tête. Tu vois l'image. Non, mais tu comprends ça. D'ailleurs, que grosso modo, la super carcasse athlétique ne génère pas forcément des subtilités techniques, de fait. Hein. Tu vois. Bon, peu importe. Et donc, ça dure jusqu'à l'an 2000. J'ai fini la réponse. Non, ça dure jusqu'à l'an 2000. La question, c'était, ça a évolué ou non? Donc, pendant un siècle, ça n'évolue pas. Au demeurant, au départ, il y a 4 règles, je te l'ai dit, on joue à 15, depuis 1870. On joue à 15. On a 3 mi-temps, nous. Seul jeu au monde où on a 3 mi-temps, c'est dans les 4 règles de base. Non, 3 mi-temps. Nous, on se pinarde avant de jouer. Non, nous, on n'a pas construit un stade avant un clubhouse. Non. On construit le clubhouse, la médiathèque, et après le stade. Le lieu de la convivialité devient la préoccupation de base. On va sur le terrain pour se mesurer, pour se ravir. On va sur le terrain pour, tu vois, vivre, s'affronter. On va sur le terrain pour être avec des compagnons, ça veut dire être ceux qui partagent le pain, quoi, tu vois, ou des camarades, peu importe. Tu vois, voilà, on va dans la rudesse du monde, dans le sens ludique, et à la sortie, on va libérer les mots derrière notre pratique. À la sortie, toi qui étais un opposant, tu n'es jamais un ennemi. Si je parle avec toi, si je fraternise avec toi après l'aventure, tu vois, la 3e mi-temps, elle est sacrée pour un joueur de rugby, c'est sa 2e règle. La 3e règle, c'est la règle du tas, je te l'ai dit. Tu vois, le 15, la 3e mi-temps, le tas. Et puis alors, il y a une règle, je ne passerai pas le réveillon parce qu'il va dire, on en a pour la première question. Non, mais non, la 4e et dernière règle, quand même, que je te l'explique en 2 mots parce qu'elle est décisive, et qui va faire la morale du jeu pendant 150 ans, c'est que sur un terrain de rugby, le sais-tu, quand tu as la balle dans la main, tu cours en avançant. Merci. Et tu passes la balle en arrière. Ah. C'est pas comme, enfin, bon, c'est pas imminent comme réflexion, tu vois. Ah ouais. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il court avec la balle, et il balance le ballon derrière. Et c'est pas comme, enfin, c'est suspect. Et là, tu dis, mais le mec à qui tu passes, tu le vois? Ah non, je le vois pas. Oh. Donc, courir vers l'avant, passant la balle en arrière. Il faut être anglais pour la trouver, non, honnêtement. Non, moi, en fan de Provence, il n'y en a pas un qui l'a trouvé, je te dis tout de suite. Hein. Et on me dit que dans le périmètre, bon, ça tu vois, ça baille encore. Tu vois. Donc, courir en avançant, passant la balle en arrière. Tu vois, cette règle-là, la règle de l'en avant, seriez-vous tous ici des profanes que vous la connaissez, tu vois. Mais je te la donne en un mot, sacré. Moi, c'est ma règle sacrée, je la bénis tous les matins, elle est au fond de mon jardin. Je bise la balle qui porte cette loi, tu vois. L'idée base, c'est, tu as le ballon, petit frère, en face de toi, tu as du danger. Puis il est sévère. Hein. La dernière fois qu'en face de toi, tu as eu un Sud-Africain qui avait de l'humour, ça remonte à très longtemps. Non, très très longtemps. Zéro préoccupation sur l'humour. Il a un fond d'écume à la lèvre, il ne parle pas, il grogne. Hein. Non, tu vois. Non, sujet quand même, non. Et il faut que tu y ailles là-bas, porter le ballon là-bas. Tu comprends bien que l'affaire est pénible, non? Alors, très pénible.
Et là, tu regardes, tu dis, mes collègues, ils sont là derrière, au moins, tu vois. Mais si tu fais ça, mes collègues, ils sont là derrière, les mecs, qui sont devant, ils te finissent en 1 seconde. Donc, il faut que tu les regardes à eux. Mais si tu les regardes à eux, tu vois pas les collègues, tu vois. Si tu envoies le ballon comme ça, tu sais pas où il va, c'est un sujet. Non, mais tu vois, cette complexité-là, elle est au centre de l'aventure humaine. Tu te préoccupes du danger, tu ne te préoccupes pas de qui te soutient. Et si tu te préoccupes de qui te soutient, tu ne te préoccupes plus du danger. Cœur de l'aventure des solidarités humaines. Cœur de l'aventure des solidarités humaines. Donc on a inventé un jeu où pour aller vers l'avant, on se passe en arrière. Ça veut dire que quand tu as le ballon dans les mains, en face, ils sont 15, ils ont tous les droits. Tous les droits. Depuis 100 ans, on travaille un peu quand même sur les règles, tu vois, d'impact physique. Tu n'as plus le droit, tu le sais, sur la tête, tu n'as plus le droit de défoncer la tête d'Antoine Dupont, tu n'as plus le droit de le tenir l'autre et de te finir avec les coups de genoux, ça, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit de la fourchette, c'était intéressant, mais c'est passé, quoi, tu vois. Non, tu n'as plus le droit, tout ça, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit de labourer la couenne d'un mec qui est au sol, qui gardait là-bas, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Enfin, moi, tu n'as pas le droit, c'est fini. Mais enfin, ce ne sont que des petits aménagements ordinaires, parce que là, il y avait une poétique de la violence qui était intéressante. Maintenant, il y a une loi scientifique de la rationalisation industrielle. Maintenant, c'est l'industrie. Et je vais en revenir peut-être sur les questions de la science, de l'évolution. Merci. Bon, en d'autres termes, quand tu as le ballon dans les mains, tu vois, on a mis les 14 autres derrière. Personne devant, tout le monde derrière toi. Ne te retourne pas, ils y sont. Ne te retourne jamais, ils y sont. Mais par contre, s'il y en a un qui derrière qui te dit « Continue, boss, vas-y », toi, tu vas y aller, je te suppose, non? Le petit frère, il va y aller aussi, même s'il dort beaucoup, mais enfin, quand même, quand il est sur le terrain, ouais, non, je serais régalé quand même. Ouais, il va y aller, tu vois, il va y aller, et ça va tomber dru, et peut-être il va même trouver quelques signaux pénibles de dangerosité. Tu vois, il va se faire casser la tête, tu vois. Et là, tu en as 14 autres derrière. Et les 14 autres derrière, ils vont venir. Et s'il y en a un qui ne vient pas, celui qui t'a dit « Continue, vas-y », il n'est pas venu, définitivement au frigo. Il n'aura plus le droit d'habiter à Bron, il n'aura plus le droit de travailler à Bron, il n'aura plus le droit de partager la vie avec les gens de Bron. Tu vois, s'il y en a un qui t'oblige à te retourner quand ça tombe dru, qu'il ne faut pas qu'il en manque un seul à l'appel, notre loi morale, elle est là. On a mis les 14 autres derrière pour que jamais on se retourne face à toute hypothèse de danger. Voilà, c'était la première partie de la question. Alors. Donc il y a 18 parties. Donc, hein. Alors donc, et en l'an 2000, qu'est-ce qui se passe? En l'an 2000, le monde a bougé, vous le savez, notre société. Bon, en l'an 2000, ça nous remontait quand même 23 ans et tout le monde ici était né, quoi. Non, tu vois, en l'an 2000, tout le monde voit quand même qu'il y a des évolutions sociales, que notre société, fatalement, elle bouge, comme elle a bougé, comme elle bouge depuis des millénaires. Elle bouge sur quoi? Nous, on voit quelques paramètres, indicateurs. On voit que, je sais pas, les 2 ou 3 trucs bases, quoi. On voit que l'économie est dominante sur le mode de fonctionnement du monde. Elle n'est pas exclusive, elle n'est pas forcément perverse, mais elle est une réalité. Tu t'actives pour gagner des sous, tu joues pour en essayant d'être performant. Tu vois, le monde autour de l'économie, je ne le labelliserai pas avec toutes les suspicions qu'il pourrait y avoir derrière, sur le monde du libéralisme, sur le monde du capitalisme. Non, pas du tout. Il reste que notre société est dans cette activité-là, quoi. L'activité où l'économie devient un peu au centre du monde. Les rugbyman, depuis 150 ans, étaient des amateurs. Oui. Amateurs, ceux qui aiment, ceux qui sont ludiques, ceux qui jouent pour s'amuser, ceux qui jouent pour passer une belle jeunesse. Moi, j'ai passé 40 ans de ma vie pour passer une belle jeunesse, à l'exclusive. Et je suis content de ça, évidemment. Dans les années 2000, il est arrivé des modifications, des turbulences dans la société. Dès 1995, non? Oui, on pourra dire l'arrivée de la Coupe du Monde. Tu as raison de poser la question. La première Coupe du Monde, elle était d'ailleurs impulsée par les Français. C'était la seule chose que les Français ont fait de correct. Ou tout au moins, non, les Français, non. Hélas, dans le monde anglo-saxon, des lois anglo-saxonnes, des règles anglo-saxonnes, des dirigeants anglo-saxons, des arbitres les Français ont peu ou rien impulsé dans l'administration logistique du monde ovale. Tu vois, rien. Ils ont proposé la Coupe du Monde. C'est une rencontre internationalisante mondiale tous les 4 ans. La première Coupe du Monde, elle a lieu en 87. Et la première Coupe du Monde, elle est un peu impulsée par des troubles sociaux. En l'occurrence, il y a quelques grands magnats de la presse. Il y a la médiatisation qui se met en route. Et si on faisait des matchs un peu plus nombreux, si on les télévisait, tu vois un peu cette dynamique-là qui s'installe. Nous sommes là dans les années 80-90. Tu vois, il y a une économie qui pourrait s'impulser autour de ça. L'élite, grosso modo, de belle jeunesse. Moi, j'étais prof, mes collègues
mon collègue avec qui je jouais à Toulon, il était dentiste. L'autre, comme la grande majorité des clubs français, il y en avait plus de la moitié qui travaillaient à la mairie, chez les municipaux, comme on dirait les chevaliers du fiel. Tu vois à peu près. Bon, tu vois à peu près ça. Ouais, je le vois. Bon, ben, pas plus, pas moins. Elle a sorti, là, nous sommes en 87. De 87 à 2000, ça trifouille, ça travaille. On invente une compétition nouvelle, la Coupe du Monde. On invente une compétition qui va arriver, la Coupe d'Europe. On invente un peu plus de grands matchs. L'élite, on sent bien qu'il faut qu'elle aille vers une spécialisation un peu plus profonde. Moi, je m'entraînais 3 fois par semaine quand j'étais international. 3 fois par semaine. Les mecs dès l'an 2000, et aujourd'hui n'en parlons guère, 3 fois par jour, pas dans 11 mois. Tu vois, moi, à partir du 9e mois, je commençais à me préoccuper essentiellement quand même du galbe de mes croupes pour aller à la plage. Tu vois ça? Non, grosso modo, le monde a ce point changé. Grosso modo, l'an 2000, il est un bouleversement. Il n'est pas une fracture. Tu dis un crack. Je dis un crack, ouais. Au sens boursier du terme, tu vois. C'est-à-dire, ah oh, putain, il y a un truc. Non, il y a un truc. Oui, ça foire. Là où ça foire, c'est jouer, c'est bien beau. Gagner, c'est mieux. Être vu par la famille, c'est pas mal. Être vu par un grand nombre, c'est mieux. Pourquoi, on va voir ensuite, tu vois? Pourquoi c'est mieux d'être vu par un grand nombre? Pourquoi le spectacle va devenir une loi? Alors que moi, c'était mes collègues, 1h30 à l'ancienne, qu'on s'est fait 2 passes ou qu'on en ait fait 10 000, peu importe, pourvu qu'on aille boire des gorgeons ensemble, et ensuite et passer une belle journée. Ah non, ça va changer. Et là, on va toucher le fond. Non pas le fond du seau, dans la vieille métaphore, tu vois, on touche le fond. Non, on touche le fond de l'âme. Wow, on vient chercher quelque chose qu'on n'a jamais touché depuis 2 siècles. Ce qu'on n'a jamais touché depuis 2 siècles, c'est que la pratique sportive, elle est plutôt de l'ordre de l'enfance, plutôt de l'ordre du récréatif, plutôt de l'ordre du ludique, du jeu. Elle n'est pas capitale, elle est importante presque pour rien. Tu vois, simplement pour le bonheur de vivre. Elle n'est pas décisive pour l'économie, en rien. Peut-être pour les gestionnaires, pas pour les pratiquants, jamais. Mais en l'an 2000, on décide d'un statut professionnel. L'élite va devenir professionnelle. C'est-à-dire, on va passer dans un sujet considérable qu'on n'a pas encore guéri et qui nous met mal encore, Christophe. Hein. Oui, le sujet considérable, c'est... Je vois bien. Tu le vois, comme je souffre. Oui. Tu vois. Non, le sujet considérable, c'est passer du jeu au travail. Du jeu au travail. Je souffre encore, je t'assure. Je suis tutélaire d'une certaine expérience, comme tu l'auras remarqué. Tu vois, mais je souffre encore aujourd'hui quand j'entends un joueur à la fin du match. Ça arrive. France et Sud-Afrique. Ben, quand même, on a fait le job en mêlée. On a fait le job. On a travaillé, hein, tu vois. Ah, ça me va pas. Tu vois. Et pourtant, je respecte l'idée. Il est pro, le mec. Il a un contrat, tu vois. Alors, j'irai pas vers les vieilles et pourtant sublimes, tu vois, métaphores de moi je suis de Bron, j'ai joué à Bron, tous mes collègues avec qui j'étais, on a joué à Bron, on a été champion de France avec Bron, avec Toulon ou avec Angoulême, tu comprends ça? Tu vois, on a grandi ensemble, on a porté le maillot de Bron. Dans le maillot de Bron, il y avait la sueur de ton père, il y avait peut-être un peu l'âme du tien, tu vois, il y avait quand même quelque chose qui disait putain, voilà, on est plutôt heureux de défendre notre maillot. Non, ça c'est fini. On passe pro. Et si on passe pro, on passe professionnel. Je ne suis plus rugbyman pour passer une belle jeunesse, je suis rugbyman pour gagner ma vie. À partir de ce moment-là, le fond moral est touché. Il n'est pas totalement débordé, il n'est pas encore aujourd'hui, mais il est touché. Je disais tout à l'heure à la petite dame, ça me faisait plaisir, mais la boursouflure de l'ego, je défends mon contrat, j'ai un agent, tu vois, je défends mes intérêts. Donc, la bascule de ma nature de rugbyman, hein, tu vois, d'être dans cet espace du jeu, au total service des autres, au total don de moi, quoi, tu vois, dans le jeu, là, quand même, ça revient un peu vers moi. Les préoccupations de ma santé, de ma gaillardise, de l'utilisation de mon corps comme un outil de travail, tu vois, de mon économie, de la nourriture de ma famille. Tu vois, tout ce monde-là qui se met en route. La bousculade est énorme. Là-dessus nous arrive évidemment l'extrême médiatisation des choses et à la fois une des beautés du monde qui a fait la Coupe du Monde merveilleuse et un des drames du monde, c'est que que le spectacle devient la loi. Tu vois, le spectacle devient la loi. On va voir des matchs. Alors, avec le spectacle, il va y avoir des choses drôles. C'est que le spectacle, il porte la perversion de seule la victoire est belle. Et il porte la beauté du monde quand même que si ce n'est pas un bon match, ça nous emmerde. Tu vois ça? Non mais c'est majeur. Moi je suis de ceux qui ne rêvent que des bons matchs.
et je ne suis pas très offensé d'avoir perdu en quart de finale contre les Springboks, si tous les hommes qui ont défendu le coq, tu vois, ils l'ont fait avec honnêteté, grandeur, application, générosité, voilà, turgescence, tu vois. Vous voyez la turgescence, une espèce d'activité française, tu vois. Bon, si tu l'as fait avec ça, bienvenue. Tu le fais très bien. Bienvenue chez les hommes. Il reste que la bascule est en place. Ça ne fait que 20 ans que ça dure et on voit. On n'est pas dans des cousinages suspects avec nos amis petits frères du ballon rond. Ils sont nos frères. Mais on voit que cette dynamique égo-autre, altruisme, individu. Mais on sait aussi que l'ego est indépassable. Que l'ego est indépassable. D'abord, tais-toi, mec. D'abord, tais-toi, petite dame. D'abord, tais-toi. Ensuite, dans une aventure particulière, il y a les autres. Et vers les autres, tu peux y aller plus ou moins. Dans certaines situations, tu peux y aller jusqu'au don absolu de toi. Un match de rugby contre les Springboks. Dans le cadre de l'équipe. Sublime aventure humaine. Tu vois, dans le cadre de l'équipe. Mais en même temps, j'allais dire, il est indépassable. Et si on te dit, par définition, que l'ouverture à l'autre, l'altruisme et la loi absolue, c'est une négation de ton individualisation. À partir de là, cette culbute, y compris dans le rugby d'aujourd'hui, tu vois, entre toi et les autres, elle est devenue presque égalitaire. Antoine Dupont est un joueur admirable et respecté dans le monde parce qu'il est à l'équilibre entre un ego respectable et respecté sans équivoque et une socialisation qui, dans le cadre du match, est insoupçonnée. Tu vois ça ? Et nous avons des amis footballeurs, tu l'auras remarqué sans doute, et ici peut-être il y en a quelques-uns, qui ont quand même la nature à aller plutôt un peu vers la boursouflure de l'ego comme une régularité. Et tu en as quelques-uns ici, il y en a un ou deux, qui ne vivent qu'avec le goût des autres. Tu vois, dans la nature humaine, tout ça est une permanence. Et aujourd'hui, dans le jeu de rugby, nous sommes impactés là-dessus. On est impactés. On voit la beauté de notre monde et on voit les risques que nous courons. Pour l'instant, le professionnalisme, il nous a mis quelques difficultés. Dramatiquement, les difficultés, ça pourrait être le sujet. Deuxième question dans un quart d'heure. Moi, j'en ai une à venir, là. Oui, non, dramatiquement, c'est la science. C'est la science. C'est la justification rationnelle de la progression. Comment progresser ? Comment aller haut dans le niveau de performance, tu vois ? Et notre support scientifique, qui à la fois nous améliore et nous interroge aussi quand même quelque part sur ce que vous avez peut-être parfois ressenti, ce que j'appelais tout à l'heure l'industrialisation des corps. La gaillardise comme une obligation. Tu vois, la psyché du surhomme potentiel. Tu vois, avec tous les risques qu'il peut y avoir là derrière, mais ça c'est une autre question. Oui, voilà. Alors moi j'essaie de glisser une question. Il y a quand même, est-ce que les Français la France c'est pas un ovni dans le monde du rugby ? Parce que le rugby c'est une invention anglaise et les 3/4 des équipes de rugby sont anglo-saxonnes avec un style de jeu anglo-saxon. Et les Français ils arrivent au milieu. Et puis ils s'imposent quand même. C'est quand même une équipe qui fonctionne bien. Les équipes françaises, elles font du bon boulot. Mais qu'est-ce qui les différencie des anglo-saxons ? Cœur de la question qui m'empêche de dormir, moi. Vous non, mais moi un peu. Et peut-être, cœur de la question, mais qui peut empêcher de dormir le premier rang. Tu vois, sommes-nous titulaires d'une âme sociale ? Sommes-nous titulaires d'une culture identitaire dont on peut définir des paramètres ? Sinon, tu vois. Alors c'est difficile de dire. Gens de France, peut-être. Gens de culture latine, peut-être. Assez difficile de définir les territoires. Le jeu de rugby, le jeu de rugby inventé par des Anglais, avec des règles anglaises, des arbitres anglais, 1 siècle et demi d'Angleterre, mais de partout. Et il ne se développe qu'autour d'eux. Une équipe est rentrée dans l'aventure. Un pays, la France. Dans les 20 dernières années, quelques pays s'immiscent, mais relativement peu, très peu. L'Italie un peu, l'Argentine un peu, très peu. 2 pays latins d'ailleurs. Tu vois, Portugal. Alors, on a trouvé dans la rue 15 Portugais qui ont fait, qui ont fait une Coupe du Monde satisfaisante. Je dis, putain, ils jouent pas mal. Alors, non, mais c'était intéressant, ils étaient que 15, les gars, mais bon. Alors, ils étaient quand même entraînés par un Français. Donc là, non, intéressant parce que, tu sais quoi, les 2 ou 3 arrivants qu'on a vus arriver pour la première fois, y compris des experts, les 2 ou 3 arrivants dans cette Coupe du Monde, je vais te les dire, il y en a 2 ou 3 qui ont mis à peine le nez à la fenêtre, et bon, ils ont été ratatinés à l'ancienne, la Roumanie, le Chili, mais il y en a deux, le Portugal, et le deuxième, l'Uruguay, dont on ne savait pas la profondeur de l'aventure, et qui sont arrivés avec une des beautés
de leur démarche, qui est respect du jeu, compréhension du jeu, application au jeu. Ils vont essayer de bien jouer au rugby. Ils n'ont pas des immenses attributs, et va-t'en voir qu'ils ont bien joué au rugby. Donc le respect, il était sur le jeu, sur la qualité. Les Portugais ont été séduisants, putain, enthousiasmants, juvéniles, rafraîchissants, pétillants, limite espiègles. Oh putain, que ça fait du bien, tu vois. Non, par rapport aux Sud-Africains, titulaire d'un humour relatif, quoi, tu vois, pénible à l'impact, méchant, parlant pas grognant, quoi, tu vois. Le Sud-Africain, quand il parle, il grogne, il aboie. Non, mais c'est intéressant, malgré tout, mais enfin, c'est limité, quoi. Et le Portugais nous est arrivé. Et l'Uruguayen, un peu. En d'autres termes, les âmes latines ont montré quelque chose d'intéressant. Le jeu. L'idée du jeu, putain. Bien jouer au rugby. Chose que l'anglais n'a jamais pensé. L'anglais, il a pensé depuis la performance, la domination de l'autre. L'anglais, il a pensé la structure et la logique plus que la création et l'imaginaire. L'anglais, il a pensé la performance beaucoup plus que le panard. Puis la rationalité aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. Non, il a pensé. Et ouais, la rationalité, ça veut dire, c'est mettre la raison en ordre. C'est mettre la raison dominante. On s'applique, on fait ça, on répète ça. Tu vois, voilà, grosso modo, ils ont mis la raison comme une loi, avec la domination de l'autre. C'est-à-dire la performance. Dans un match de rugby, tu vois, il y a la performance, qui a gagné, merci, ça va. Et après, il y a le jeu. Il y a la beauté du jeu. Moi, je suis tout seul pour l'instant, mais je pourrais faire une signature à la fin, là, où vous demandez de m'accompagner, quoi. Non, je demande que derrière le niveau de performance, je sais pas, l'Afrique du Sud a battu la France d'un point, vous le savez, en quart de finale, ils ont battu les Anglais d'un point en demi-finale. Ok, très bien. Mais ce n'est pas le résultat final. Le résultat final, il faut qu'il y ait des jurys experts, alors voir qui, peut-être l'intelligence artificielle. Je me pose la question. Non, qui sera la note artistique du match. La note artistique du match. Il faut qu'on juge la beauté du jeu. Il faut qu'on juge comment tu as joué joliment le jeu des hommes. Il faut qu'on juge comment tu as mis ton intelligence, ta subtilité, ta créativité au service du jeu. La performance, tu as gagné 10-9, ok. Voilà, c'est une partie du niveau de résultat. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on aille dans les années à venir vers quelque chose qui revalorise ce que nous avons dans le fond de l'âme, même que pour l'instant personne n'a pu, en matière de rugby, et pas beaucoup, en matière de vie sociale, mettre en exergue comme une loi de notre culture et de notre histoire, qui est le potentiel créatif. Je n'ose pas dire la perspective panache, elle serait déjà prétentieuse, tu vois. Mais il y a quelque part quelque chose dans la culture historique de France, quelque chose qui va vers... Le bordel est aussi intéressant que l'ordre. Ça mérite une réflexion, non? Mais quelque part, quelque chose. Tu vois? Avec ta créativité est aussi intéressante que ta rigueur. Tu vois? Ok. Tu vois, chaque fois que tu m'expliques, tu veux que je te dise, tu m'emmerdes. Chaque fois que tu ris, que tu chantes et que tu joues, tu m'inspires. Chaque fois que tu veux m'expliquer le monde dans la loi rationnelle et tu vois, et j'allais dire de rigueur régressive, maniaco-dépressive du détail, à la sortie, tu m'ennuies. Tu me fais rêver que si tu me proposais la beauté du monde et la jovialité des hommes. Honnêtement, nous gens de France, on l'a un peu ça. Mais hélas, pour rentrer dans la rivalité avec les anglo-saxons, depuis un siècle et demi et depuis 20 ans, on s'applique comme des fous dans l'apport de la science, dans la rigueur mathématique, dans la donnée absolue, coercitive et dictatoriale de la data. Vous me suivez avec la data? Pas tata, hein, la data. Mais ça, c'est la grande tendance du sport. On essaie de rationaliser au maximum la performance sportive. Et ça marche avec le rugby? Ça marche. Ça marche. Tu veux que je te raconte une histoire, une anecdote à 2 balles? À 2 balles. Hein. Ici, il y a quand même... Attends, je vais descendre parce que... Oui, vas-y, excusez-moi, bouge pas. prie. Non, mais Christophe, je reviens te voir. Non, mais bien sûr. Non, mais il faut que je les vois un peu de près. Quelque part, attends. Non, bon, la France a perdu un quart de finale contre les Box. Depuis, nous sommes ronchons. Nous sommes très grognons. Ovale du monde. Tiens, c'est une souffrance quand même, tu vois ça? Et fatalement, dans notre psyché culturelle, dans les analyses de notre déception, tu vois, les analyses de notre échec, hein, il y a très vite la psyché culturelle ancestrale, comme dirait Michel Serres, du pharmakos. Le pharmakos, c'est celui qui, à l'intérieur, c'est un poison. Quand tu le mets de l'or, c'est un remède. On appellera ça, grosso modo, autour de René Girard, si ça vous dit peut-être, tu vois, le bouc émissaire. L'arbitre.
Le Français s'est mis à vomir l'arbitre, je le tiens, finis-le avec les pieds. Tu vois, l'arbitre du quart de finale, il a pris les tas d'immondices que le monde n'a jamais déversé sur un référé, quoi, tu vois. C'est l'arbitre. De fait, tout le monde a vu ce match, je suppose, pour l'essentiel, et il y a 2 ou 3 situations qui, comme dans toute aventure d'arbitrage du monde, il y a 2 ou 3 situations qui sont pas forcément suspectes, mais qui sont équivoques. Tu vois, non, le seul suspect, c'est l'arbitre a triché. Si le mec, c'est un frelaté qui a fait les 100 balles derrière et qu'à la sortie, il est corrompu. Ah, peu cher, il faut le finir avec les pieds et on le pend sur la place publique. Non, mais c'est vrai. Non, s'il était injuste par morale, là, c'est le drame. Tu vois, mais peu cher, s'il était injuste, non pas par incompétence, mais par complexité du monde. Ce qui est le rôle de tous les arbitres sur toute la planète, tolérance. Tu vois, bon, peu importe. Et donc, l'idée à développer, juste pour un titre d'exemple, pour dire aujourd'hui l'envahissement de la data. Tout le monde sait que le buteur français, qui s'appelle Thomas Ramos, les Français marquent un essai en 22 mètres en coin, c'est Cyril Bay qui le marque. La transformation va être, l'arbitre montre l'essai, la transformation, c'est la perpendiculaire de l'essai, et elle va être transformée par Thomas Ramos, notre buteur. Tout le monde se rappelle ça ? Merci à 2 balles. Et puis, va-t-en voir qu'il y a un gosse, 1m70, le plus petit humain sur la Coupe du Monde de rugby. Non, 1m69. On l'a trouvé dans la rue, mais alors il court vite. Hein. Oh, putain. Il s'appelle Chelsea Colby et il était en 2019, puis en 2023, mais en 2019, meilleur joueur du monde, avant Antoine Dupont. Il joue 2 saisons, celui-là, à Toulouse. Il y a entre 2019, 2021, juste après la Coupe du Monde de 2019, il joue à Toulouse. À Toulouse, il joue avec Thomas Ramos, et Thomas Ramos, c'est son ami. Attends, voir que l'un joue pour la France et l'autre pour l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde. Tu vois, et ils ont joué 2 ans ensemble. 2 ans ensemble à 2 entraînements ou 3 entraînements par jour. Tu le connais comme si tu l'avais fait, le petit frère. Tu le vois tous les jours 3 fois. Tu le vois à 7h du matin pour la muscu, tu le vois de 10h à midi pour la technique, de 15h à 17h pour la séance de foncier. Enfin, tu vois, et après, tu le revois encore de 18h à 19h pour la séance de vidéo. C'est considérable, il passe 8 heures ensemble par jour. Et lui, Chelsea Colby, il sait que Thomas Ramos, tu vois, il va avoir par les data et par sa vision personnelle d'expérience, il va avoir des informations majuscules tout en étant infiniment ridiculement petites. Il sait que Thomas Ramos, il se met toujours sur la ligne des 22 mètres pour faire la transformation des essais. Toujours. Alors que, je ne sais pas, tout le monde a entendu parler de Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, lui, se mettait 25, 28, 30 mètres. Incontrôlable. Tu ne peux pas le contrer à 30 mètres. À 22 mètres, tu peux. Thomas Ramos, il se met toujours à 22 mètres, sauf sur les transformations sous les poteaux. Tu vois, quand il y a un essai sous les poteaux, il se met à 10 mètres, le mec, avec un pas d'élan, il transforme, il n'a pas besoin de prendre beaucoup de pas d'élan. Mais sauf cette situation-là, il se met toujours sur la ligne 22. C'est son tic. Thomas Ramos, il fait 4 pas d'élan. 4 pas d'élan pour tirer le but, la transformation. 4 pas d'élan, les 2 premiers pas sont de l'ordre du marché. Tu vois, il marche un peu plus vite. 3e, il accélère. 4e, il met la sauce dans la balle. Tu vois à peu près l'image. Ces 4 pas d'élan, il met entre 3 secondes 5 et 3 secondes 8 pour les faire. Les datas informent. 3 secondes 5 à 3 secondes 8 pour faire ces 4 pas d'élan. Chelsea Colby, l'ailier sud-africain de 1m69 m, tu vois, il court, lui, les 22 mètres qui le séparent, estimés par les datas, par ses coachs, par les cadres, par les techniciens. Il court ces 22 mètres, grosso modo, en 3 secondes 3. L'autre, il prend 4 pas d'élan, il met 3 secondes 6. Lui, en 3 secondes 3, il fait les 22 mètres. L'arbitre donne la transformation, Thomas Ramos prend son élan, l'autre il démarre. On pense qu'il démarre à la limite ou peut-être loin devant, ça va être la deuxième hypothèse. Mais il court, il arrive à le contrer, vous l'avez vu ça. Il est dans les temps pour le contrer, il ne triche pas du tout. Les datas ont donné information sur la course, sur la prise d'élan, sur la vitesse d'accélération. Tu vois ça ? On sait qu'il peut le contrer. Il se met à 22 mètres. S'il se met à 25 mètres, il est incontrable. À 22 mètres, il est contrable. Ça, les datas informent et il le réalise bien. La suspicion, quand même, c'est que probablement, il ne peut partir pour contrer tu vois, sa course, il ne peut partir que derrière la ligne ou au mieux les pieds sur la ligne. Et il semblerait qu'il soit parti entre 15 et 20 cm, c'est quand même pas beaucoup, hein. Entre 15 et 20 cm, un peu devant, d'où une suspicion qui fait que la France lui a vomi des tas d'immondices au dénommé Ben Kofi, qui était l'arbitre néo-zélandais. Donc, juste pour dire que les datas, les informations, vous savez que tous les joueurs de rugby aujourd'hui ont un GPS dans le dos, vous l'avez remarqué sans doute, une petite bosse entre les omoplates, tu vois, toutes les informations sont considérables, le nombre de chutes, le nombre de chocs, le nombre de temps qu'ils mettent pour se relever, le nombre de passes, le nombre d'en avant, enfin, le nombre des datas est considérable. Fabien Galtier, il avait 5 mecs spécialistes des datas autour de lui pendant le quart de finale. Tu vois, cet envahissement de la donnée objectivable nous tue.
Honnêtement, on est mal. Parce qu'on considère évidemment qu'il y a une évolution morale. C'est le cas de notre entraîneur Galtier qui dit putain, on ne peut pas faire abstraction de l'évolution scientifique. Et pour revenir, pourquoi le monde a bougé? Alors, dans les temps récents, dans les 20 dernières années, la data, c'est grosso modo l'informatique, quoi, les informations données par ça, et bientôt, demain, pas après-demain, demain, l'IA, grosso modo l'intelligence artificielle, demain, nos coachs, nos joueurs seront dans cette dynamique-là où ça va devenir un élément très très important. Grosso modo, là nous avons un champ culturel, scientifique, mais nous avons d'autres choses qui dans notre société sont réjouissantes. Quand même, je sais dire, la position des femmes dans notre société depuis quand même une cinquantaine d'années, depuis mon époque 68 arde, malgré tout ça bouge à des degrés divers, on peut toujours discuter sur le sujet, tu vois, mais quand même, eh bien aujourd'hui le rugby féminin, il est magnifique. Il est magnifique sur la terre de France. Cette pratique-là est parfaitement en évolution, plus que chez les mecs. Il y a plus d'augmentation du niveau de licenciés féminins, essentiellement milieu universitaire ou scolaire, que ce qu'il y a de progression de licenciés chez les masculins. Considérable. Tu vois, évidemment, ça influence. L'apport de la science influence, mais l'apport de la science, il a un caractère, je n'ose pas dire dictatorial, mais comme il touche beaucoup la morale, pour nos coachs, aujourd'hui, il est bien d'être un cuistre intelligent. Vous voyez ce que c'est le cuistre ? Bon, en 2 mots, il est con comme un âne, mais il se prend pour quelqu'un. Tu vois, non, tu vois, il te fait des raisonnements, mais putain, ça va. Tu sens qu'il est creux, le mec. Tu vois, je sais pas, quand tu vas m'enfumer sur quelques concepts un peu, je sais pas comment on pourrait dire, tu vois, poncifs, tu vois, que tu veux. Et là, il y a cette quête de montrer que la science nous fait grandir. On peut défier la data comme on peut défier un ordinateur, par exemple avec l'instinct, puisque c'est quand même ça l'identité des équipes françaises au départ. Alors, je souffre, et sans doute toi avec moi, ou nous ensemble. Peut-on définir, alors je ne dis pas l'âme de Bron, parce que ça serait, non mais c'est un gros match, mais l'âme de France, mec. Peut-on définir, alors je ne sais pas, on peut rentrer dans je ne sais pas moi, Trafalgar et Waterloo, tu vois, comme on peut rentrer dans nos grandes victoires, Jean Moulin ou Charles de Gaulle. Enfin, qu'est-ce qui fait cette culture de France ? Tu vois, moi je suis de ceux qui disent ça fait 10 Coupes du Monde que nous perdons de la même façon depuis 1987. Ça en fait 10. Je les ai toutes vues, ces 10, moi. Tu vois, nous les perdons toutes. Et nous sommes tous des rivaux initialement, on dit on peut gagner en 87, en 91, en 95, en 2003, en 2011, sauf une où alors nous étions dans les ténèbres glaciales de la merde. Tu vois, c'était en 2015. Alors là, franchement, la France, on l'avait trouvé dans la rue, on les avait envoyés se faire casser la tête. Non, mais là, pitoyable. Mais à part celle-là, 2015, qu'il ne faut même pas en parler, toutes, on était concurrents, toutes on peut gagner. Et toutes on perd 2 points, 3 points. Pour la même raison. Des Anglais, arbitrés par des Anglais. Pour la même raison ? Presque toutes. Le bouc émissaire, il revient 5 fois sur les 10. 5 fois sur les 10, le bouc émissaire. Et les autres 5 fois, c'est le détail technique. Ce qui est le cas là, par exemple. Là, il y a les 2. Là, oh putain, l'arbitre, putain, le mec. Tu vois ? Et il y a quand même, pourquoi on n'a pas pris les 2 premières chandelles dans les premiers quarts d'heure qui ont fait quand même 14 points pour les Supreme Box ? Pourquoi on ne l'a pas pris ? Pourquoi le dénommé Gaël Ficou, qui est de Toulon, il a manqué ? Pourquoi l'autre grand black qui s'appelle Cameron Woki, qui était un mec immense, tu vois ? Pourquoi un ballon comme ça, il a manqué ? L'autre qui est arrivé, le Sud-Africain, mais il a pris le ballon et il est allé marquer. Pourquoi les 2 essais dans le premier quart d'heure ont coûté quasiment 14 points contre nous, sans une passe ? Pourquoi le petit détail technique ? Nous arrivons sur le maniaco-dépressif de la technique disciplinée. Mais ça va faire l'objet d'un projet. Là, je le lis. Je le lis, et tu vas le lire comme moi. Pour 2027, la prochaine Coupe du Monde. Oh putain, sur la chandelle, sur les grattages, tu vois, il faut qu'on arrive à l'extrême détail pour que dans 4 ans, tu vois, on est toujours dans cette perspective-là du maniaco-dépressif de la technicité régressive. Et il n'y en a pas un qui nous dit, mais attaquer, par exemple, je ne sais pas moi, nous sommes la seule équipe du monde, enfin pas la seule, il y en a tous les anglo-saxons, presque tous, pas les Celtes, mais tu vois, l'équipe de France de rugby par exemple, depuis maintenant une 50aine d'années, mais alors dans les 20 dernières années de sûr, dans ces 50 mètres, tu vois, le terrain il fait 100 mètres, vous le savez, dans la moitié de son terrain, les Français ne jouent jamais, ils n'attaquent pas du tout. C'est trop dangereux. Si tu perds un ballon, l'adversaire peut te le prendre de marquer un essai. La dangerosité est maximale si tu transmets la balle. Les Français ont décidé d'un schéma de jeu. On ne joue pas dans notre camp. On ne donne pas des points à l'adversaire. On ne fait pas les bêtises très préjudiciables sur le résultat. À la sortie, on ne joue pas dans notre camp. Tu vois ça ? Donc, nous sommes une des rares équipes du monde, avec quelques anglo-saxons, notamment les Anglais eux-mêmes, qui ne jouent jamais dans son camp. Donc, on ne joue que sur un demi-terrain.
Et si on ne domine pas, ben on ne joue pas. Tu vois, non, parce qu'en même temps, la peur de l'échec inhibe l'initiative. Inhibe l'initiative. Et on rentre dans un monde, on dit, ouais, mais quand même, si tu donnes si dans ton camp, tu manques la balle, qu'il y a une pénalité pour les autres, quand même, après, il va falloir qu'on marque 5 points, nous, pour gagner. Tu vois ça? Et on est dans cette psyché-là, rigoriste, j'ose pas dire maniaco-dépressif du détail, mais où la méthode prend le dessus sur la perspective créatrice. Voilà. J'ose penser que nous sommes, aujourd'hui, j'ai pas d'allergie, tu vois, avec la culture anglo-saxonne. Ils font leur vie, collègues. Mais si on n'invente pas un jeu qui porte notre âme, on est bouilli pour 1000 ans. Voilà. Bah, c'est très beau ce que tu viens de dire. Hein, que là, je vais dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors? Il faut qu'on essaie de renouer avec notre instinct primitif. Qu'est-ce qu'on peut faire face? Tu es face à des machines qui sont avec des data et des GPS dans le dos. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'artiste? Alors, la dame dit que tu fais le poète. Alors, aujourd'hui, j'ai quelques goûts, comme tu l'auras remarqué. Quand je jouais, on ne me disait pas poète. Hein. Non, mais pas du tout. Hein, pas du tout. Il a fallu que je prenne un peu de maturité pour... Alors, non, mais la question est bonne. Peut-on apprendre la sensibilité relationnelle sur un terrain de rugby? Peut-on s'éduquer à de la créativité non prévisible? Je te le dis en perspective parce qu'il y a une équipe au monde qui a gardé toujours cette identité-là. Elle est très originale. C'est celle que tout le monde aime le plus. Les Blacks. Les All Blacks. Tout le monde les aime. On ne sait pas bien pourquoi on les aime. On ne sait pas bien, mais tout le monde les aime. À tout âge, toute tranche d'âge, spécialiste ou non, tu vois, expert ou amateur simplement, tout le monde aime bien les All Blacks. Tu veux que je te dise, c'est les seuls qui n'ont jamais renié leur culture. Les All Blacks, c'est la moitié de l'équipe, toujours, hein, depuis 150 ans, la moitié de l'équipe anglo-saxonne, grosso modo, les conquérants, tu vois, ceux qui sont venus d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse, voilà, c'est à peu près la moitié de l'équipe, c'est la loi même qui en est au moins de la moitié, et la deuxième moitié, c'est les Maoris, ceux qui sont autochtones depuis plusieurs milliers d'années, quoi. Voilà. Et dans l'équipe de All Blacks, il y a toujours ou moitié ou approximativement. Toujours Maori et blanc. Toujours Maori, toujours. Et c'est la loi de cette nation très étrange, quand même, là-bas au bout du monde, aux antipodes. La loi, c'est il y aura toujours dans l'équipe qui représentera le pays moitié-moitié. Tu vois, ce que les Sud-Africains autour de Mandela, vous le savez, ont mis quand même presque 2 siècles à essayer de construire. Eux, ça date depuis 1850. Et à partir de là, les All Blacks, ils ont toujours cette idée. Ils ont cette mixité intéressante, notamment en rugby. De la rigueur anglo-saxonne, les All Blacks, ils ne font pas toujours rire. Hein. Ils sont rigoureux, ils sont appliqués, ils répètent. Ils sont presque dogmatiques dans la répétition. Tu vois. Ils sont pugnaces. Hein. Le All Black, il ne baisse pas les yeux dans l'ordre. Le All Black, il est laborieux, très travailleur. Oh putain, il remet sur le métier l'ouvrage. Hein. Mais en même temps, le All Black, il a la moitié de son équipe qui est Maori. Où il attaque. Il n'a pas de délimitation sur le terrain. Il ne joue pas plus dans tes 22 que dans ses 22 à lui. Le All Black, il reste un peu dans le désordre. Tu vois, tu perds un ballon quand tu es en train d'attaquer, il récupère la balle sur sa ligne de but. Lui, toi, tu es encore en situation d'attaque. Lui va attaquer à ce moment-là. Tu me suis là? Tu vois, c'est-à-dire qu'il va jouer tout terrain. Le All Black aura pour la passe un goût éperdu, un amour éperdu. Alors que le Sud-Africain, et même un peu le Français, un amour éperdu du coup de courge à te fendre en deux. Le coup de courge à te fendre en deux. Tu vois à peu près l'image? C'est-à-dire le défi physique dominant sur le contournement ou sur la passe. Voilà. Eux, ils ont gardé ça. Et l'entraîneur des All Blacks, que l'on croyait trouver dans la rue, lui aussi, qui est arrivé en bout de route, tu vois, qui était un peu dans le misérable en début de Coupe du Monde, où les Français les battent au match d'ouverture, vous vous rappelez sans doute ça. Et les All Blacks ont progressé de match en match. Sur les 7 matchs, un peu plus dans l'identité, un peu plus dans le jeu, un peu plus dans la confiance. Et le mec, la dernière analyse, que moi j'ai trouvé plutôt bonne, il a dit « Nous avons été obnubilés par retrouver notre âme. » Oh putain. Entraîneur des All Blacks, il dit « Nous avons été obnubilés par ce Coupe du Monde pour retrouver notre âme. » Et nous avons été obnubilés, gens de France, pour faire mieux que les Anglais, en faisant comme les Anglais. Tu vois ça? Ou comme les Anglo-Saxons. À la sortie, eux ont fait la finale, nous on a perdu d'un point, mais nous, ça fait maintenant à peu près 35 ans qu'on perd toujours d'un point. Voilà. Et donc, oui, bah, bien sûr, applaudissez-le, on va gagner. Donc le métissage des équipes, c'est plutôt une bonne chose si on veut effectivement contrer une équipe uniformément britannique, par exemple? Bonne question, mais elle est morale et philosophique. Hein.
Aucune équipe n'est grande quand tout le monde se ressemble. Voilà. Aucune équipe n'est grande, alors en sport, quand tout le monde se ressemble. Chaque fois que tu normalises, et évidemment chaque fois que tu dogmatises la normalisation, chaque fois que tu collectivises à l'ancienne, chaque fois que tu donnes le sens du groupe prioritairement sur toutes les personnalités individuelles, le risque est majeur de la normalisation régressive. Les grandes équipes sont toujours composées de mecs très différents les uns des autres qui sont capables ponctuellement, dans le cadre d'un match, de se donner les uns aux autres. Elles sont toutes composées de gens différents les uns des autres qui sont capables, dans le temps d'un match. Moi, après, petite sœur, tu fais ce que tu veux en dehors de la vie. Hein. Mais quand l'arbitre il va souffler le coup d'envoi, qu'on va rentrer là, tu vois, l'équipe n'a de vie que dans l'instant T du match. L'équipe que tu veux bâtir, tu vois, elle n'a de vie que dans l'instant T de l'urgence. Là, oui. Après, respecte ces différences. Tu vois, mais pendant, il y a la sacralisation du don dans l'espace-temps du match. Là, nous sommes dans une ambiguïté majeure qui est, on a 4 ans devant, on va garder les mêmes et on va sans doute se trouver dans cette dynamique de il faut qu'on s'applique, il faut qu'on aille encore un peu plus dans la précision. Tu vois, on va continuer dans cet espace-là. Mais personne n'a réussi à inventer la chose différente. Personne. On ne trouve pas. Dis-moi comment on peut jouer au rugby, je ne sais pas, la phrase un peu bouffonne ou tout au moins suspecte, quoi, avec l'âme, je sais pas, de Jean Moulin, tu vois, de Victor Hugo, tu vois, de Charles Villon, de Baudelaire. Tu vois. Et pourquoi pas? Moi, j'en suis. Mais pour l'instant, je suis tout seul. Bah, t'es pas si seul que ça, parce qu'il y a beaucoup de gens de rugby, de joueurs de rugby qui évoluent. Là, j'ai trouvé une information récemment, c'est Omar Hassan, tu sais, pilier droit de l'équipe de Toulouse, d'Argentine, et qui est devenu chanteur lyrique baryton. Et ce qui est marrant, parce que quand je vois ton histoire, toi, d'une famille de gens qui faisaient du rugby, et tes enfants, c'est quand même ils font du cinéma, hein, que ça soit... Au sens propre, hein. Oui, si on peut dire, mais Manuel Herrero, il est réalisateur, producteur de films documentaires. Fanny Herrero, elle est scénariste. On lui doit quand même la série 10%. On lui doit Un village français, c'est pas rien. Hein, mais donc, ils n'ont pas prolongé dans le sport. Ils sont allés vers le spectacle. Ouais, j'ose penser, alors ça c'est un grand autre sujet, qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une génétique ou une généalogie des conteurs. Je pense, hein. Mon père aimait les matchs, ma mère aimait les mots, moi. Mon père, il disait pas un mot, tu vois. Un jour, mon père, il m'amène au cirque, j'avais 6 ans, le spectacle est magnifique, tout le monde se lève à applaudir, je sais pas qui, Zavata ou quelqu'un comme ça, tout le monde. Et moi, j'ai 6 ans, j'applaudis comme tout le monde, et mon père à côté, j'ai dit, papa, pourquoi t'applaudis pas? J'applaudis qu'au rugby. Oh putain. Tu vois, oh putain. Tu vois, mais ma mère, qui était presque il l'était, ma mère était conteuse. Il n'y a pas un soir de ma vie où elle ne m'ait pas raconté une histoire pour que je dorme bien quand j'étais petit. Il n'y a pas un soir de ma vie, il n'y a pas un jour, un repas de ma vie où elle n'avait pas raconté une histoire pour me raconter quand même que la pomme de terre de ce jour, elle était unique au monde. Enfin, tu vois, à peu près. Pas plus, pas moins. Bon, enfin, grosso modo, mais ça m'interroge quand même beaucoup. Ce qui m'interroge beaucoup, c'est le sens du rêve comme une hypothèse de progression. Tu vois, si je ne vais pas là où j'aime, il y a peu de chances que ce soit performant. Je vais être dans le labeur, je vais être dans, tu vois, si je ne vais pas là où j'aime, si je ne vais pas là où j'ai envie d'être heureux, si je ne vais pas là où j'ai envie de voir des gens heureux. Moi, c'était autour d'une balle ovale, tu vois, où je sentais que la socialisation... Je t'en raconte une autre, elle est un peu bizarre même. Je n'avais pas prévu. Tu me donnes 2 minutes, il est parti. Après, ça sera oui, mais enfin, donne-moi les 2 minutes. Non, mais juste pour te dire que alors, les choses étranges, ce qu'on appellerait la transmission généalogique des socialisations. Pourquoi tous ici, nous avons une âme sociale à des degrés divers. Et tu vois bien que tu en as une bonne âme sociale, qui est un citoyen plutôt social, tu as plutôt du goût à partager avec les tiens, tu as plutôt du goût à écouter le monde. Ça va, tu peux avoir ta nature, ta colère, ton irritation, mais tu as plutôt un goût à être un citoyen, un vivant avec d'autres, quoi. Tu vois ça mais moi, je m'interroge, est-ce que ça se transmet? Est-ce que ça se transmet? Non, est-ce que ça se transmet? Mais que tu vois, tu me disais, ma généalogie, moi, mes enfants, moi, inventent des histoires.
Je me demande bien d'où ça vient. mais ça me préoccupe quand même, tu vois. Moi, ma mère aimait les mots, mon père aimait les matchs, et mes enfants, ils aiment beaucoup les mots et les histoires. Et moi, je n'adore que ça, de toute façon. Tu vois, et mon maître, je vous le dis quand même, entre parenthèses, mon maître, c'est un monsieur qui s'appelle Michel Serres. Ça vous dit peut-être? Un philosophe français qui est là, c'est parti au frigo il y a maintenant bientôt 2 ans. C'était mon ami, je l'aimais d'amour, tu vois, je l'aimais comme un frère, mais c'était un vieux monsieur académicien, tu vois, mes familiarités étaient toutes relatives, mais quand même, il m'avait dit un jour, tu vois, mes profs de gym et mes entraîneurs de rugby m'ont appris à penser. Ça m'a fait un peu du bien à l'âme, je t'avoue, tu vois, et en même temps, il me faisait quand même comprendre que si je t'amène, ou si nous nous amenons dans des perspectives, tu vois, j'allais dire presque de bonheur. Si tu m'amènes à ce que je t'apprécie bien, ou si tu m'amènes à ce que je te respecte, si tu m'amènes à faire en sorte que, putain, dans cette socialisation, il y a un peu l'idée quelque chose qui peut nous apporter du bonheur, ouah, putain. D'ailleurs que la socialisation est quand même un élément de base de la j'allais dire de la qualité de l'humanité, de fait. Non. Si ça s'est foiré, les collègues, on n'est pas bien, non? Si, putain. Et je t'en raconte une parce qu'elle me pose la question de la généalogie. Enfin, je suis allé 5 ou 6... je suis grand vagabond, je le disais gentiment tout à l'heure. Tu vois, je voyage autour du monde depuis que je suis petit. Moi, mon goût numéro 1, c'est plutôt le voyage ou l'ailleurs. Et pour tout ça, le rugby a été un très joli prétexte pour moi. Enfin, bon, peu importe. Et je suis allé plusieurs fois, comme ça, alors que je n'avais pas encore beaucoup voyagé. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Là, j'arrive. Hier encore, j'étais à Éphèse, au fin fond de la Turquie, avant-hier exactement. Bon, peu importe, tu vois. Bon, j'ai beaucoup voyagé, mais je m'interroge toujours sur... Je suis allé, alors que je n'étais pas très âgé, 5 fois à Olympie. Olympie, tu vois, le thème étant un peu les Jeux Olympiques en fond, quoi, tu vois, un peu en fond. Olympie, vous le voyez, c'est dans le Péloponnèse. Le Péloponnèse, tu as la Grèce continentale, le Péloponnèse, tu as juste le détroit de Corinthe. Dans le Péloponnèse, tu as 5 ou 6 sites absolument éblouissants. Le plus étant sans doute probablement Épidore. Juste en face, tu as Delphes. Et à quelques kilomètres dessous, tu as Olympie. Olympie a un centre bizarre qui est depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant 1000 ans, tous les 4 ans, la fameuse trêve olympique. On arrête tout sur toutes les terres du monde. Elles sont grecques à l'époque, tu vois. Et pendant l'épreuve, pendant les Jeux, la paix est absolue chez les humains. On se réunit et il y a des pratiques, je ne rentre pas dans les choses. La 7e merveille du monde, qui est la statue de Zeus à l'état Olympie, aujourd'hui elle a disparu. J'y suis allé 4 ou 5 fois. La première fois, j'avais 19 ans, j'avais 100 balles, j'avais été une fois remplaçant contre Cahors avec Toulon, on m'avait filé 200 balles derrière l'église. Putain, mais mon premier voyage, enfin pas mon deuxième, mais je vais à Olympie. Bon, je vais à Olympie, mais je trouve un désastre, tout est par terre, tu vois, le site est ripou, quoi. Honnêtement, il est piteux. Il n'est pas ripou, évidemment, dans l'âme. Il est piteux, il n'est presque pas mis en exergue, bien que de Coubertin nous en avait fait un monde, quoi. Tu vois, mais, bon, voilà, ben, j'y vais, voilà. Puis je reviens, voilà. J'y reviens 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, j'y reviens. Et là, il y a eu des aménagements. Nous sommes dans les années 70, puis dans les années 80, 85, il y a eu des aménagements. Il n'y a qu'une colonne debout, quand même. Tout est par terre, Olympie, hein. Tout est par terre, il n'y a plus grand-chose à y voir quand même. Mais le site est beau maintenant. Et j'y reviens une 3e fois et une 4e, peu importe. Je pense que c'est la 3e fois. J'y vais, je suis titulaire d'une certaine maturité, j'étais joueur de rugby quand même d'un bon niveau, voilà, bon, j'ai toujours un peu du goût pour les choses un peu, je sais pas, de l'aventure humaine, de l'éducation, enfin bon, je me tire pas les pompes, tu comprends, quoi. Ça m'intéresse, quoi. J'aime bien parler avec la Pierre qui me raconte que dalle, mais comme ça, au moins, je me fais mon cinéma, enfin bon, tu vois. J'aime bien parler avec la Pierre qui me raconte que dalle, mais au moins, je me fais mon cinéma, tu vois, à peu près, voilà. Bon, mais bon, je suis l'affaire de près, je dirais, voilà. La 3e fois que j'y vais, comme quand tu es un peu vagabond et que tu as un peu d'habitude, si tu visites les beaux sites du monde, tu y vas où, à l'aube ou au crépuscule? Parce que sinon, dans la journée, à plus forte raison de saison, il y a du monde, quoi, tu vois. Là, j'y vais à 19h le soir, à Olympie, ça ferme à 20h, en plein été, ou au printemps, quoi, ou en automne, je me rappelle guère. Tu vois, j'y vais à l'heure tardive, il n'y a plus personne dans le site, mais plus personne, quoi, tu vois. Voilà, et moi, je regarde un peu le site, je dessine un peu, je fais 2 ou 3 aquarelles, je me régale un peu, je discute avec le pauvre Zeus, mais il ne me raconte pas grand-chose, enfin, tu vois, voilà, bon, je vois des choses. Et puis finalement, il est 20h et je vais rentrer, quoi. Tu vois, il n'y a plus personne dans le site. Et puis je sors, quoi. Tu vois, je sors. Et en sortant, personne dans le site. Un mec. Un seul type. Ce type-là, je ne sais pas quel âge il a.
Il me semble un peu plus jeune que moi, tout à fait présentable d'allure, sans doute un peu mieux que la mienne. Mais bon, tu vois, il est là, debout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Peut-être c'est le président, le directeur du musée. Il y a un très beau musée à Olympie. Peut-être c'est le patron du site. Peut-être c'est un guide expert, je ne sais guère. Peut-être c'est un chercheur, je ne sais pas. Il est tout seul, le mec. Je lui passe devant. Quand je passe à côté de lui, il me dit Calimero, qui veut dire grosso modo bonjour en grec. Et moi, j'ai dit Ephraisto, ce qui veut dire et toi, ça va? Ben, je vois à peu près, quoi. Tu vois à peu près, voilà. Mais il n'y a personne. Le fond de l'air est très agréable. Nous sommes sur un crépuscule, tu vois, presque poétique, alors jusqu'à romantique. Oh putain, je me régale. Tu vois et le mec me dit Ephraisto, il me dit Calimero, bonjour. Il me dit ça fait longtemps que vous lavez le bandeau, dans un français approximatif mais correct. Ça fait longtemps. Ouais, il dit honnêtement, ça fait 50 ans. Ou 40 ans, peut-être 45 ans que je le porte. Je ne l'ai jamais enlevé. Je le porte toujours. Il me dit, vous savez pourquoi? J'ai dit non. Je trouvais que ça m'allait bien, moi. Sincèrement, je ne sais pas. Je porte depuis que j'ai 20 ans, je ne sais pas. Je trouvais que ça m'allait bien, moi. Un mec qui me dit, putain, philosophie, quelle philosophie? Moi, je trouve, je ne sais pas bien. Moi, je ne sais pas bien. Il me dit, ça fait longtemps. Je dis, ouais, parle de 50 ans, quoi. Ah, il me dit, non, ça fait 2500 ans que vous l'avez. Je dis, non, 50 ans. Je ne sais pas bien compter, mais 50 ans, je suis formel, tu vois. Non, il m'a dit 2500 ans. Il m'a dit, vous savez, le vainqueur à Olympie, entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ, le vainqueur à Olympie, quand il avait gagné quelconque discipline, le pancras, la course, le lancer, quoi, tu vois, ou parfois même le char, le vainqueur à Olympie, on lui remettait une couronne d'olivier, vous savez ça. Le rameau d'olivier en couronne, superbe, on lui remettait ça. Mais quand il descendait, il avait le droit de garder son rameau, quoi, et on lui donnait un bandeau rouge pour la vie. Et là, il me dit, Calimero. Et il s'en va. Ça m'a secoué. Ça m'a secoué, tu vois. Je ne faisais pas d'analogie, tu vois, avec la culture de la réincarnation. Mais quand même, je venais pas sûr de comprendre pourquoi je portais un bandeau, je ne sais pas, tu vois, et sans prétention. Et je venais comprendre que depuis le jour où je suis né, ma mère m'a dit, putain, t'as eu qu'un ami pendant les 3 ou 4 premières années de sa vie, c'était la première balle qu'on t'a offert. Putain, wow. Elle me dit, la balle, tu l'as jamais quittée pendant les 4 premières années de ta vie, et quand tu as commencé à marcher, tu ne savais pas marcher, mais tu courais déjà. J'en tire aucune gloire, tu vois. J'en tire aucune gloire. Mais quand même, je suis un peu persécuté par l'idée, est-ce que les valeurs morales se transmettent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui porte un peu d'où tu viens et que tu peux transmettre à ceux qui arrivent derrière? J'ai toujours pas la réponse. J'aimerais savoir pourquoi quand même, tu vois, il y a des gens qui sont plus porteurs d'une socialisation qui fait que dans la société, ils y sont à l'aise et ils contribuent à ce qu'elle soit bonne ou à ce qu'elle soit vivante, et qu'il y en a quelques-uns par leur boussouflure de l'ego qui sont quand même des gros freins sur le destin de l'humanité, quoi. Voilà, pas plus, pas moins. Merci beaucoup Daniel. Alors maintenant, je crois qu'il est temps peut-être de vous donner la parole. Si vous avez envie de poser des questions, profitez-en. Il n'est pas là tous les jours. Si vous souhaitez poser une question, oui, vas-y, je t'en prie. Tu veux un micro? Merci. Je voudrais juste savoir, j'ai le sentiment qu'en tant que sportif français, dès qu'on atteint les dernières étapes, c'est-à-dire les quarts de finale, les demi-finales ou la finale, ou pour les champions de tennis, parce que je joue au tennis depuis l'âge de 5 ans. Nos grands champions de tennis, notamment, depuis Yannick Noah, n'ont pas gagné un seul tournoi du Grand Chelem. Ils sont parfois arrivés en finale, parfois arrivés qu'en demi-finale, et ont toujours échoué sur la dernière marche. Est-ce qu'on n'aurait pas un problème de formation au niveau mental de nos sportifs en France? Elle est vaste, hein. Non, la question est vaste. Mais je me permets de te dire, avec le respect qui est le mien pour toi, elle est belle, hein, mais elle est anxiogène. Tu vois, tu sais pourquoi? On n'a pas un Français qui, dans les 40 dernières années, a fait, à part Yannick Noah, tu vois, on a notre équipe de football, quand même, elle a fait 2 finales et 1 fois champion du monde, vous le savez. Hein. 2 fois champion du monde, pardon. Bon, malgré tout, elle a cueilli l'étoile. Nous, les rugbymen, on n'a jamais cueilli. Et on a quelques athlètes qui ont quand même gravi l'ultime marche de la gloire, l'ultime marche de la performance, et qui ont été à un moment dire, c'est lui le meilleur du monde, tu vois. On a des champions olympiques, on n'en a pas beaucoup, mais... Alors ça pose la question y a-t-il, dans le champ moral des humains,
des inhibitions, des choses qui... Il y a des choses qui te freinent, qui te ralentissent, qui t'altèrent, tu vois, qui sont de l'ordre psychologisant. Tu vois, a priori, tu as le talent. On a estimé ta motricité. On a estimé ton appétit. On a estimé ta gaillardise. On a estimé, tu vois, ton potentiel stratégique. Oh, putain, t'es prêt. Putain. Et on ne sait pas bien dire le pourquoi des choses. Est-ce qu'il y aurait, dans la culture et dans la mentalité française, l'hypothèse de la petite dame qui vient de me le souffler, mais que je ne trouve pas bon, n'en prends pas en moi, la peur de perdre, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, moi, ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ouais, la peur de gagner, il y en a qui ne veulent plus gagner. Je dis, ah bon, c'est encore plus con. Non, mais je vois bien qu'il y a des efforts intellectuels, philosophiques à faire sur le sujet, quoi, tu vois. Et puis lui, il a peur de gagner. Ah bon, moi, je suis très content de gagner. Enfin, il me semble que tous mes collègues aussi. Enfin, mais c'est quand même un sujet. Où sont les inhibitions, grosso modo, qui limitent la performance, de fait? Pourquoi, au dernier moment, il en manque? Très honnêtement, je ne sais pas. Pour ce qui est des rubis, très honnêtement, je ne sais pas. J'analyse mal quand j'ai la sensation que tu es allé au bout de toi-même. Tu vois, le tennisman qui arrive en finale, je ne sais pas moi, Tsonga ou le black, comment il s'appelle, dis-moi, Mon fils. Voilà, mon fils, tu vois, ils sont arrivés au bout, putain, mais en arrivant au bout, il était au bout de son bout. Moi, petit frère, tu perds en finale, tu finis mort, tu as joué à ton meilleur niveau, tu as joué à 21 sur 20 pendant 2 heures, bienvenue chez les hommes, bienvenue chez les hommes. Là où c'est emmerdant, c'est ce qui nous est un peu arrivé là, et là ta question elle est bonne, il en manque un peu. On n'est pas là. On n'est pas là. C'est-à-dire, l'estimation de ton plein niveau, tu l'as donné le jour du match. Ton plein niveau de technicité, ton plein niveau d'appétence, d'agressivité, ton plein niveau de fraîcheur physique, ton plein niveau de qualité athlétique, ton plein niveau de gestuelle, tu l'as donné ce jour-là. Rien de grave. Si par exemple on estime que chaque fois quand il arrive le bout, il t'en manque, eh bien je ne sais pas trop. J'ai beaucoup travaillé moi sur ce qu'on appellerait, tu vois, la conviction. La conviction, c'est à un moment, tu y es, on y est. Tu sais faire. Tu n'es plus dans une improvisation, tu sais faire. Et tu es même quelqu'un de classieux, parce que tu as digéré la technique qui fait que tu es là, et au-delà de la technique, tu deviens un créateur. Tu vois ça? Tu vois ça, c'est tellement capital. Quand on dirait, il a la classe également, il a dépassé la technique. La technique, il a digéré, il a assimilé, il a dans le fond de son... il sait faire, et en même temps, Messi. Tu vois, ou, je ne sais pas, en rugby, il y en a peu, Antoine Dupont, mais ce n'est pas sûr. Tu vois, il y en a relativement peu de ceux qui sont... Là, chaque fois que tu as la sensation qu'il manque quelque chose, soit dans le champ de l'agressivité, soit dans le champ de ce que tu appelles l'engagement personnel, tu vois, jusqu'au bout. Les Springboks sont un truc terrible. Les Springboks, vous le savez, l'équipe qui a battu l'équipe de France, en quart de finale contre les Français, 1 point. En demi-finale contre les Anglais, 1 point. En finale contre les Blacks, 1 point. On les appelle pugnaces et coriaces. Jusqu'à la dernière seconde, ils ne baissent pas les yeux dans aucune tempête, jusqu'à la dernière seconde, où ils vont chercher cette espèce de mécanisme de transcendance quand tu es mort. Non mais quand tu es mort, qu'on te porte comme ça, tu vois, et qu'il est encore... Il me semble que nous ne sommes pas déficitaires là-dessus. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose sur la perspective de l'obtention du Graal, tu vois, du titre. Elle inhibe un peu la potentialité créatrice qui nous amènerait à faire la faute. Tu vois, si je te dis, dans les 10 dernières minutes, attaque si tu veux, attaque, mais perds pas la balle, c'est cuit. C'est cuit. Si tu dis, allez vas-y, crée, mais putain, ne fais pas la faute. Tu vois ça? Ça, nous, on ne l'a pas dans la culture de fête, mais on l'a dans la culture copiée anglo-saxonne. Qu'on copie et qu'on prend de nous, qu'on prend sur nous pour en faire une loi. Tu vois, non, ne fais pas de faute, non, ne fais pas d'erreur, non, fais bien gaffe à la connerie. Non, tu vois tous ces freins psychologisants, de fait, petitement psychologisants, qui vont quand même un peu altérer une gestuelle, qui vont altérer à un moment l'intuition déterminante. Tu vois, l'intuition déterminante, c'est que dans l'action, tu es prêt, et puis tu donnes. Et puis tu tapes. Tu vois, ça...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire à un moment, la prise de risque. Et si on te dit ce que j'entends dire, j'espère que vous ne le direz jamais à Bron. Hein. Non, mais il faut calculer tous les risques. Ça va. Non, si tu calcules tous les risques, tu n'en prends plus un seul, petit frère. Ah non, tu vois. Arrête, je t'en supplie. Tu vois. Et il faut qu'on trouve ça. Il faut qu'on trouve. C'est pas totalement impossible. Je ne suis pas formel. Tu vois, je connais bien Galtier, je les connais bien tous ces joueurs-là. Aucun ne me semblait enseveli sous le poids de la perspective, de l'enjeu. Aucun. Tu vois, je l'ai trouvé même, ce que tout le monde disait, et toi sans doute, putain, oh, ils sont sereins, hein. Ils ont 23 ans d'âge, 25 ans, putain, oh, ils sont clairs, putain, ils sont modestes, ils sont laborieux, aucun n'a le melon, aucun ne sait si... Tu vois. Mais je sais quand même que dès que tu arrives là-haut, cette perspective, elle existe. Et arriver à la pleine sérénité, tu vois, arriver avec le sourire aux lèvres le jour où la mort est au rendez-vous, tu vois, arriver avec ta chemise ouverte, ton cœur offert au monde, tu vois, le jour où tu as l'unique gloire de ta vie en perspective, c'est sans doute un art complexe. Hein. Moi, par exemple, éducateur, une vie à passer sur le sujet, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je vois bien que chaque match a son originalité et que chaque individu a sa personnalité et que chaque fois que tu vas vers la généralisation des choses, t'es bouilli. Tu vois, t'es bouilli. Dans ton histoire, dans ta culture, il y a un certain nombre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, on n'en est pas là, mais ça arrive. Autre sujet de la science, tu vois, ça arrive, c'est que le data nous informe, mais que le psy devient un personnage important de notre performance. Tu vois, l'équipe de France de rugby, il y en avait 2 ou 3. L'équipe de France de football, il y en a 4 ou 5. Tous les athlètes individuels potentiels pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine, tous les athlètes, les judokas, les tennisman, les athlètes tu vois, de l'athlétisme, les gymnastes, tous en MC. Tous. On vient là-dessus. Le handball, on a gagné beaucoup. D'ailleurs, la première équipe s'appelait les Barjoux. C'est peut-être pas par hasard. Hein. Ouais, ils étaient mes amis. Avec Costantini. Alors moi, honnêtement, je les connais bien. Alors, eux, ils ont une chance, c'est qu'au fait de leur gloire, ils ont des compétitions toutes les années, eux. Il y a un championnat d'Europe, un championnat du monde toutes les années. C'est-à-dire, si tu es bon pendant 3 ou 4 ans, tu prends tout pendant 3 ou 4 ans, ce qui était un peu le cas des Français. Mais quand même, ils ont suffisamment duré, ils ont fait 3 titres olympiques, et 3 fois champions du monde, donc ils ont une récolte. Et honnêtement, ils ont été, avec des générations brillantes, mais quand même qui durent depuis Barcelone, où j'étais, moi ça c'est 92, donc ça fait 30 ans, tu vois, ils gagnent, ils sont pas loin. Sans aucun doute, sont-ils arrivés dans une compétition qui pourrait être presque un peu analogue à la nôtre, il y a 7 ou 8 équipes. Hein. Tu vois, c'est l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest. Hein. Il y a des continents entiers qui sont désertés par le handball. Mais enfin, quand même, honnêtement, ils ont eu, sans aucun doute, des coachs de haut niveau. Un qui s'appelait Costantini et l'autre qui s'appelait Onesta. Franchement, et même ceux qui sont derrière, je les crois. Alors moi, je les ai mis sur la très haute marche athlétique, qualité technique et qualité athlétique très haute, qui fait que la seule maîtrise du jeu leur autorise la supériorité. Cette composante morale, elle va devenir décisive le jour où on est là, la belle. Hein. Le jour où on est là, petit frère, putain, tu vois, le jour où tu as quand même un potentiel un peu supérieur presque aux autres, nous, il nous en manque, rugbyman. Il nous manque un peu le potentiel technique et stratégique pour qu'on soit un peu meilleur que les Blacks. Assez régulièrement, on est toujours un peu moins bon que les Blacks, de fait. Il n'y a pas de surprise. On est toujours un peu moins bon que les Box. Une fois ou deux, on les bat, mais tu vois ça. Et les handballeurs, quand même, ils n'ont pas fait régner la terreur, mais pas loin, pendant une dizaine d'années. Il y avait un potentiel joueur assez haut. Mais je crois, et tu as peut-être raison, à une espèce de... Alors, on va aller sur ce mot étrange, parce que si tu rentres dans ce mot-là, confiance. Voilà. Mais définis-moi le confiance. Non, mais confiance. Con, ça veut dire avec. Cum, tu le sais. Hein. Fi, ça veut dire foi. Fides. Fides, c'est la foi. Confiance, c'est donner ta foi aux autres. Explique-moi la foi. Rien ne se justifie. Rien ne s'explique. Voilà. Une espèce de confiance en eux que tu pouvais presque trouver suspecte. Aucun n'était prétentieux et tous étaient armés pour affronter les turbulences du monde. Honnêtement, les
les handballeurs français sont honnêtement un assez bel exemple de ce qu'on pourrait appeler... Les Français n'étaient pas loin en rugby. Ils n'étaient pas loin. Ils n'étaient pas loin, à la fois de maîtrise, à la fois de confiance, à la fois de modestie, et quand même à la fois de talent. Mais je pense que par rapport aux grands rivaux du monde, les rivaux rugbystiques étaient encore un peu au-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Oui, monsieur. Moi, qui suis supporter du 15 de France, j'ai joué au rugby pendant une quinzaine d'années, et quand je vois la formation en Nouvelle-Zélande, ils font beaucoup, toute leur carrière étudiante, du rugby à 7. Donc ils ont l'habitude d'attaquer de partout, et je vois avec plaisir que maintenant, en France, pratiquement tous les clubs du championnat ont des équipes de rugby à 7. Et je pense que ça peut apporter et qu'on retrouve un peu nos racines du rugby français, parce que autant que ce que j'avais lu, c'est que quand le rugby est arrivé en France, il a été pris en charge essentiellement par des athlètes. Donc, il y avait une culture de jouer, de se faire des passes, de courir, alors quand même, on était moins sur la force que les anglo-saxons. Bon, le collègue il met un peu en exergue une idée qui est le ludus peut dominer, c'est-à-dire le rationnel. En d'autres termes, le jeu de rugby, donc à 2 siècles d'âge, il a depuis toujours, à des degrés divers et dans des lieux divers, il a des enfants considérés comme éducatifs, tu vois, le rugby à 7, c'est-à-dire moins de monde sur le terrain, mais en gardant l'espace. Si on est 7 contre 7 sur un grand terrain, il y a beaucoup d'espace. S'il y a beaucoup d'espace, il y a plus d'hypothèses de course, il y a plus d'hypothèses de feinte, il y a plus d'hypothèses... Par contre, tu vas te crever comme une bête et les matchs vont être aménagés. Un match de rugby à 7, c'est 2 fois 7 minutes de mi-temps. Et un match de rugby à 15, c'est 2 fois 40 minutes de mi-temps. Mais bon, tu vois ça. Et le fait que... il y a des jeux, il y a un jeu à 5. Il y a des jeux, aujourd'hui en compétition internationale, à toucher. Où la dimension du combat, du plaquage, la dimension de la rudoyance, tu vois, qui quand même conditionne beaucoup de choses morales, tu vois, elle n'existe pas. Toucher, tu perds la balle. Ces jeux-là, ils existent. Ils ont toujours été considérés à travers le temps comme éducatifs. Ça nous permet d'eux, tu vois. Mais ils sont... On ne peut pas dire que la vertu ludique de ces pratiques-là domine radicalement la culture de la victoire. On ne joue pas au rugby à 7 pour se régaler, peut-être un peu au début, plus maintenant, on joue au rugby à 7 pour gagner, tu vois. Et la dimension du plaisir fondamental, la dimension de la créativité, la dimension de la feinte, la dimension de l'illusion, la dimension de l'espièglerie du jeu, tu vois, elle existe que parce qu'elle est peut-être de niveau de performance. Donc, je ne peux pas te suivre sur l'idée. Moi, je suis allé plusieurs fois en Nouvelle-Zélande, j'ai donné des cours en Nouvelle-Zélande, j'en ai suivi. Le rugby à 7, il est une perspective pour qu'on continue sur un terrain de rugby, parce qu'on est All Black et de Nouvelle-Zélande, qu'on continue sur un terrain de rugby à pouvoir tout faire. Et tout terrain. Le All Black, il fait des molles, il fait de la relance, il fait de la contre-attaque, il fait des chandelles, il fait des attaques en première main. Tu vois, c'est le jeu qui devient dominant pour la compréhension de la victoire. Tu comprends ça? Voilà. Donc, il y a maintenant... Alors, il y a quelque chose même presque qui est un peu énervant. Il y a les Jeux Olympiques bientôt. Le rugby est aux Jeux Olympiques et c'est un rugby à 7, vous le savez sans doute. Aux Jeux Olympiques de 2024, en France, il va y avoir le rugby à 7. Et on est en train de prendre le joueur français le plus célèbre, qui s'appelle Antoine Dupont, en lui disant peut-être tu pourrais jouer au rugby à 7 parce qu'il est petit mais il va vite. Il a des... Antoine Dupont, quand il démarre, il soulève des mottes de terre, même sur les terrains synthétiques. Tu vois, il y a des mecs qui ont été blessés par les mottes de terre soulevées par Antoine Dupont. Le mec a pris la motte de terre dans la tronche, tellement le mec il est explosif au démarrage, tu vois, hein, tellement. Donc Antoine Dupont, ça pourrait être le prototype de joueur qui pourrait jouer. Et on a une espèce de, à la fois, vedettariat suspect, et à la fois de martyrisation autour d'Antoine Dupont. C'est qui pour nous, rugbyman, nous, quand Antoine Dupont s'est fait casser la figure, tu te rappelles ça, et que ça a mis un drame national, nous, on chantait le chant des partisans, si ça vous dit peut-être, tu vois. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place, quoi, point final. On n'avait pas de désastre là-dessus, quoi, tu vois, ça. Tu vois. Et là, qu'on vite, on prenne Antoine Dupont, peut-être
pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a dans le rugby à 7 l'idée que l'espièglerie peut faire partir de la performance, et en cela, c'est intéressant. Tu vois, je te regarde là, je fais la passe là au rugby à 7. En rugby à 15, il faut pas faire ça, sinon le mec, il est mort. Tu vois. Bon, voilà. Mais le rugby à 7 est en train de devenir, de façon un peu préfabriquée, puis maintenant totalement fabriquée, une activité, parce qu'elle est olympique, qui va devenir un rayonnement médiatique. Quoi, voilà. Belle réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques, des envies? Avant la bière. Voilà. Oui, vas-y. À vous, monsieur. Du coup, est-ce que les Jeux Olympiques... Alors, pareil, tu le vois bien. Le collègue me pose la question, pardon. Il y a quelqu'un qui veut me poser une question. Attends, je réponds au petit frère, là, ouais. Juste, pardon. Et qui me dit, est-ce que les Jeux Olympiques gardent-ils l'esprit olympique? Juste une question. Est-ce que ça existe encore l'esprit olympique en 2023? Oui. Ah ben oui. 24. Oui, bien sûr. Honnêtement, je ne désespère pas de mes petits frères sportifs. J'en vois pas un qui est un... je ne sais pas, même sur ma terre de France, j'en vois pas un qui porte, je ne sais pas comment on pourrait dire, l'esprit de la victoire comme étant une dictature morale pour affirmer une puissance. Non, non. Non, j'ai une croyance, j'ai une conviction éperdue même sur l'âme sportive aujourd'hui. Hein. Et je suis de ceux, et mes collègues, et d'ailleurs mes frères sportifs, tu vois, qui sont dans cette aventure pré-olympique, presque, je hurlerai, moi. Je hurlerai à la trêve olympique. Je hurlerai au monde, non, arrêtez. Arrêtez vos conneries, au moins pendant le... non, on ne peut pas. Nous, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on s'apprécie, il faut qu'on se mesure. Non, franchement, est-ce que ça y est encore au cœur? Je pense pour beaucoup. Je pense que l'aventure sportive n'est pas totalement dénaturée par les urgences sociales de la performance, de l'économie. Je pense. Je pense que je vois bien que dans ma société, et y compris dans le sport, la bascule vers un peu l'ego est conséquente, elle préoccupe, tu vois, y compris dans les sports collectifs. Je ne sais pas, c'est de l'ordre presque de la croyance. Hein. Je ne fais pas l'inventaire de tous les athlètes, les 10 000 athlètes qui vont arriver l'année prochaine, ou les 15 000 athlètes. Ah, que je vous dis quand même, c'est ma fille Fanny, dont on me disait tout à l'heure de petits mots, c'est une bouffonnerie, mais c'est elle qui écrit la cérémonie d'ouverture, qui est un gros match pour les Jeux Olympiques. Ouais. Peu importe. Non, tu vois, me semble-t-il qu'il y a une sincère respectabilité de l'athlète sportif aujourd'hui sur la terre du monde. Me semble-t-il. Hein. De lui, je désespère un peu moins. Et de lui-même, j'espère. Tu vois. Mais c'est de l'ordre de la foi. Hein. C'est de l'ordre de la foi. Je ne le mets pas. C'est de l'ordre de la foi, c'est de l'ordre de la croyance. Et pour moi, par exemple, c'est de l'ordre de la mission. Tu vois. Et si ce soir, ça réfléchit un peu dans cet esprit-là, ici, ça pourrait être un peu de ça aussi. Alors, madame voulait poser une question. Il faudrait lui ouvrir son micro. Ah bon. Bon, comme tu l'imagines, vu mon état de maturité, mon potentiel souvenir, il est assez conséquent. Et comme pratiquement j'ai vécu presque à l'exclusive dans l'univers du sport, autour de cet univers-là, j'en ai quelques-uns. J'ai beaucoup de difficultés. Parfois, la question m'est posée, ou parfois, moi-même, je me le demande. Tu vois, qu'est-ce que dans on appelle ça la structure mnésique, tu vois, la structure de ma mémoire. Qu'est-ce que dans ma mémoire, il me chante encore plus. Qu'est-ce qu'il me chante toujours? Tu vas dire, oh putain, tu te rappelles, quand on était Benjamin, moi je jouais à Toulon, toi tu jouais à Carqueiranne avec l'équipe de la Côte d'Azur, on était allé jouer contre les enfants de Bron. Quelle aventure! Mais quelle aventure! Quand mon père et ma mère m'ont accompagné au car pour aller jouer contre ceux de Bron, oh putain! L'impression que je découvrais le monde, tu vois. Non, mais comme je l'ai encore au cœur, presque mon premier déplacement, qu'on appellerait une aventure un peu initiatique. Tu vois, tu vois, le choc, le gouléant du bonheur de ces instants-là, il est considérable pour moi. Tu vois. Mais je sais aussi, ça va. Mais quand même, ça va me marquer. Mes partenaires de jeu vont rester une vie entière mes frères de route absolus. Absolus. On peut discuter aussi quand même, tu vois, on peut discuter. C'est pas parce que tu as fait la route ensemble, ça va, après tu fais ta vie, je fais la mienne. Bon, moi c'est de cet ordre-là, cette composante-là, elle me marque beaucoup. Mais je sais aussi, je me permets, parce que à la fois c'est une évidence et c'est une suspicion. C'est quand l'arbitre siffle la fin d'un match,
nous étions, peu importe l'année, mais la fin d'une finale du championnat de France de rugby, que mon équipe est sur le terrain, que moi j'ai joué sur le terrain, et que je l'avais perdu déjà 2 fois, la finale du championnat de France première division, pour cueillir le bouclier de Brennus. Vous avez entendu parler de ça, tu vois, cette espèce de truc à 50 balles trouvé chez un antiquaire au début du siècle, qui fait 1 tonne quand on te le file, puis, tu vois. Mais quand même, c'est le bonheur absolu. Tu vois, moi, j'ai eu l'impression, le jour où l'arbitre a sifflé la fin du match, que je courais vers les joueurs, tu vois, sur le terrain. Hein. Il y avait 80 000 personnes au stade. Les joueurs venaient de gagner 2-3 points. On n'avait pas gagné de beaucoup, mais on avait le titre. On n'avait jamais eu avec Toulon. Jamais. Voilà. Moi, j'étais entraîneur. Je cours vers les joueurs. Il me semble que je saute comme ça et que je ne redescends pas. Oh putain. Mais non, je déconne pas. Il me semble que je ne redescends pas. J'ai pas d'affection particulière avec le ciel, moi, mais bon, j'ai du respect, tu vois. Mais il me semble que j'ai un clin d'œil. Tu vois, mais j'en abuse pas, tu vois, j'enchaîne, quoi, tu vois. Putain, oh, je suis avec les étoiles, putain, je suis dans les étoiles. Drôle de sensation, elle est très goulayante, je dirais même mieux, si tu me le permets, elle est turgescente. Tu vois, elle est extasique. Tu es dans les étoiles. Ça m'a duré 8 minutes, moi. Au bout de 8 minutes, c'est-à-dire un tour d'honneur, de fait. Avec des joueurs, au bout de 8 minutes, tu vois, on a fini le tour d'honneur. Bon, tu vois à peu près cette espèce de turbulence, comme ça, de jovialité tout à fait juvénile. Tu vois. Et à la fin des 8 minutes, il y a un mec, je ne sais pas d'où il est, je pense que c'est un mec d'Antenne 2, peut-être de France Inter. Il m'a fait Antenne 2. Le mec, il me dit, alors Daniel, bravo. Merci. Il me dit, ouais, mais à la 7e minute, vous avez perdu un ballon en mêlée fermée. J'étais dans les étoiles. Fini. Gros instant. Raconte-moi l'extase, belle dame. Un gros instant. J'en sais pas les vibrations, tu vois. Gros instant. Je le trouve nourricier. D'ailleurs, je ne m'en rends pas compte sur l'instant. Oui, bien sûr, oui. Mais cette vibration va me laisser une trace amnésique qui me dure encore. Je sais que c'est beau de lutter une vie entière pour ces 7 à 8 minutes, tu vois ça. Et je sais que ces 7 à 8 minutes sont aussi mes espérances de mon futur. Si un jour j'ai connu ça, si je peux le reconnaître, tu vois, j'ai l'impression que mon trajet tient la route, tu vois, pas plus, pas moins. Hein. Donc, alors par contre, les gloires sportives, elles sont éphémères, elles sont suspectes. Et il y a même un mec, tu vois, après le tour d'honneur, qui vient me voir, tu vois, le tour d'honneur, la turbulence, tu vois, les caméras, tout ça. Et il y a un mec qui me tape sur l'épaule. Je ne l'ai pas vu arriver, mais je l'ai senti, mais au sens propre du terme. Il ne sent pas bon. Il ne sent pas bon, comme s'il était un peu moite des aisselles, tu vois. Et il me tape sur l'épaule, je me retourne, putain, je le reconnais. C'est le père d'un joueur, de mon équipe, tu vois, que j'ai mis remplaçant ce jour-là, et qui n'a pas joué. Et il me dit, bravo, hein, bravo. Je sens que ça manque un peu de sincérité, mais enfin... Et le mec, il me dit, bravo, Daniel, bravo. Et il me dit, mais tu vas voir, le plus dur commence. Je dis, bien, ça fait 7 minutes qu'on est champion de France. Ça fait 58 ans que je bataille, que mon père est mort sur le sujet, tu vois, que la moitié de Brom m'a encouragé, tu vois, me dire, et putain, ça fait ça, et tu voudrais maintenant, en plus, que je commence à m'emmerder. Attends, tu vois ça? Et je rentre dans l'ordinaire de la vie des hommes, tout en ayant une profonde considération du monsieur qui avait aussi une douleur filiale conséquente. Eh bien, merci beaucoup, Daniel. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout à fait fini, parce que si vous le souhaitez, Daniel peut vous dédicacer tous ses livres qui sont là, à l'entrée, bien sûr. Il le fera avec plaisir. Merci encore. Merci, Daniel, et merci à vous.